une production du Studio SF. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. Attends, on va y aller, on va recadrer ça. Super, c'est commencé les gars. Ouais. Bienvenue au temps d'un jujube, édition quarantaine. Bienvenue les chums! Merci de l'invitation. Merci. Yeah. Hey, moi, j'ai rien à voir, Steve. Merci à Mariam qui nous a plugué avec vous autres. La connexion. C'est très gros. On a écouté, justement, moi et G7, pas ensemble, on a écouté chacun notre bord la série. Là. Ouais. Pour mettre tout le monde en contexte, là, vous avez fait... Est-ce que, si j'ai bien compris, c'est vous qui avez écrit, vous l'avez tout réalisé, c'est toutes vous autres? Là. C'est pas nous qui l'a réalisé, mais c'est nous qui l'a Ils écrit. l'avons écrit, ouais. Et puis... Avec Romain Dumont avec qui a Romain embarqué Dumont. dans le loop. Avec qui, excuse-moi? Bon, c'est un jeune scénariste vraiment talentueux. Un jeune whiz qui écrit des films, qui écrit des trucs, qui va faire des gros trucs. Et puis, il est venu nous rejoindre au milieu de processus pour tâter certains trucs, là, pour lier toute l'histoire. Amener peut-être un peu d'expérience, mettons? Je sais pas, Ouais, un Aussi, peu de cohésion, de cohérence là-dedans. Ouais, pour nous aider à ficeler la trame dramatique, la ligne dramatique, puis on n'appelle pas ça de même, mais c'est ça. Super, puis mettons, parce que là, c'est ça, on va en parler, mais mettons, ceux qui savent pas trop c'est quoi, là, c'est ça, c'est une web série, dans le fond, c'est 6 épisodes de 10 minutes chaque. 12 minutes. OK. 13 minutes. Puis, mettons, comment tu décrirais ça, cette série-là? Mettons, pour quelqu'un qui connaît pas ça, La loi, c'est quoi, cette série-là? Une comédie satirique sur les dérives du pouvoir des forces de l'ordre dans la ville de Montréal. On a créé un genre de corps de police 2.0 où la loi est utilisée comme... il applique les règlements comme la Bible. Puis c'est vraiment des crinqués qui respectent le règlement. C'est pas des corrompus. On va découvrir que finalement tout le monde est profondément corrompu. Mais eux, ces deux raisins-là, sont Steve Perrick. Eux, ils ont décidé d'appliquer ça du mieux qu'ils pouvaient. Puis on découvre leur vie, leur traumatisme. Avec puis, un peu de dogmatisme, on va le dire. un peu de rigidité là, dans l'interprétation. Puis, comme le relevait une journaliste à un moment donné, que ça soit quelqu'un, on va intervenir, tu sais. Ces gars-là vont intervenir auprès de suspects potentiels, on va dire, de la même façon que ce soit quelqu'un qui est en train de péter à gueule à un autre ou une vieille qui traverse une rue sans qu'elle ait le droit, tu sais. Ils feront aucun ton botch en terre, discernement. non, ton char plein de poudre, on va te brutaliser. Ouais, mais c'est ça. Pour vrai, c'est ça qui est cool. Moi, j'invite le monde à aller checker cette série-là. Il y a comme... c'est parce que dans le fond, c'est ça, on peut apercevoir Easy S qui apparaît dans la série. Il y a Rhymes, là, la passe au Club Soda avec Rhymes. Hey man, ramasse ta passe. Mais ça, c'est inspiré d'un grand classique western. C'est une séquence où il dit take your steak. Il drop le steak, c'est le bandit, puis le bon shérif, tu sais, puis il drop son steak. C'est take your steak, puis il prend ton steak. Toi, ramasse ton steak. Mais il s'engueule là-dessus, on l'a choppé, puis on l'a mis avec ramasse ta passe. Ça, c'est une idée man. de Romain aussi, tu vois. Il a amené des petits clins d'œil à la série, dont ce passage-là. Puis on a trouvé ça tellement intéressant parce que il y avait quelque chose de très infantile. C'est ça qui était cool. Tu sais, non, c'est toi, c'est non. T'en ramasses, toi, c'est toi. Toi, t'en ramasses avant moi. Non, Ah c'est ouais. toi. C'est toi Ouais. qui en ramasses, c'est toi. Tu sais, fait que on trouvait ça un peu bébé, mais finalement, tu sais, ça, c'est... Mais pour vrai, c'est ça que j'ai remarqué dans cette série-là. Pour ceux que, mettons, je sais qu'il y a bien des fans de Rap Keb qui écoutent le temps d'un jujube. La bande sonore aussi, là, il y a beaucoup de chansons. Tu sais, à un moment donné, on entend des chansons des anticipateurs. Il y a comme un côté, il y a un côté hip-hop derrière ça. Y a-tu, c'est-tu... Ben, si je me trompe pas, c'est Émile. Mhm. T'as du rap, tu non? Ouais, j'ai fait du son, mais ouais. Ben oui. Granby. Ouais, de Granby, de 15 ans à 22, 23, mais disons de 18 à 23, je faisais des shows, on faisait les premières parties avec David Lee. David Lee, c'est vraiment un bon frérot.
On s'est rencontrés sur un court de basket. Il me pétait la gueule parce que j'étais chum avec sa blonde. Puis ce jour-là, on est devenus vraiment des frérots pour la vie. Et Conscience, un des meilleurs freestylers du Québec méconnu, qui a pas sorti tant de projets, mais qui est vraiment une machine de guerre de freestyle et un super lyriciste, un super rappeur. Et JD, Backpacker Music. On était là un bout de temps, on faisait des premières parties puis tout. Puis Dave, lui, a continué. Moi, je suis parti à l'école de théâtre, je suis parti plus en acting. Puis j'ai continué à trapper la nuit. Je trappe la nuit, même depuis que j'ai mon fils qui a 2 ans maintenant. Je continue d'écrire plus que jamais, en fait. Mais un jour, je sortirai un peu. Fait que tu penses peut-être faire un petit comeback éventuel? On s'entend bien? Peut-être à visage couvert. Je sais pas, non. Peut-être bien, ouais. Un projet. C'est sûr qu'il y a un projet qui va popper. Mais moi, j'ai gros travaillé avec des musiciens de rue. Après, j'ai rencontré plein de monde dans Schlaga, Tintamar, toutes des bands de l'ordre plus gypsy punk, accordéonistes, violonistes qui jouaient dans la rue, qui ont fait le tour du monde, tout. J'ai commencé à rapper avec eux, en fait. Fait qu'on a fait des shows, mais là, on était dans une autre vague. Il y avait presque aucun autre rappeur dans les shows. Je faisais des feats avec eux, puis j'ai continué. C'est vraiment hot. Mais c'est hot de voir le... un frérot aussi. On a fait des shows quand on avait 17-18 ans à Saint-Hyacinthe ensemble, au début de Le Mauvais Acte. OK. Oh shit, OK, ouais. Ça, c'est way back, là. Mais, puis toi, dans le fond, Hugo... Si je peux t'appeler Hugo? Ah ouais? OK, c'est ça. C'est parce que c'est Hugolin. C'est la première fois que j'entends ça, Hugolin. Ouais, Non, c'est Éric Contant, là. Éric Contant. Ouais, Éric Contant. Éric. 63-13. C'est même l'heureux et le content, moi, ça m'a fait quand même... Juste ça, ça m'a fait déjà rire. C'est bon. Sérieux, là, j'ai trouvé ça, on était quand même... Chris, je t'avoue que je connaissais un agent Lheureux. Je lui ai pas dit encore, il le sait même pas. Un gars que j'ai connu au secondaire qui s'appelle Lheureux. Il est-tu allé à Nicolet? Je dis ça, je viens de le révéler, c'est sûr qu'il va le voir. Il va être allé à Nicolet. C'est bon, man. Mais vous autres, vous avez l'air d'avoir une bonne complicité. Est-ce que ça s'est développé pendant le tournage de tout ça ou vous vous connaissez déjà d'avance? On se connaît. Moi, je l'ai vu naître, Émile. J'étais chez lui quand sa mère accouchait. Nos parents se connaissent depuis la nuit des temps, c'est vrai. Sérieux? Ah ouais, j'étais ici, là. On est chez on est dans... Ouais, je peux pas dire exactement on est où, mais on est dans un lieu familial qui est là depuis toujours. OK. Fait que c'est ça. Moi, je suis là depuis le début. Sa sœur aussi. On a pu évoluer dans leur domaine respectif. Puis au niveau artistique aussi, parce que ma mère était comédienne, puis c'était sa marraine. Fait que on a toujours eu un lien très, très fort, mais qui a été décuplé après pour le projet. Là. Puis il y a quelques années, en fait, 2 ans avant qu'on commence le projet. Mais vous, est-ce que vous avez déjà un background, vous avez déjà un background de comédien, là, me semble, à ce que j'ai checké sur Internet? Ouais, Émile Smalul, juste là, il a fait, je pense que c'était en 2013, en 2016, t'as participé en 3 films, t'étais acteur en 3 films? Ouais, en 2016, ouais. J'en ai fait pas mal. J'ai fait une quinzaine de longs métrages. Mais c'est ça, de toutes sortes, avec plein de cinéastes indépendants. J'ai été beaucoup dans le cinéma indépendant, puis aussi d'autres plus gros réalisateurs, réalisatrices, puis télé, un peu de tout. Mais toujours à la recherche de bonnes histoires, puis de personnages. Après, ça reste des auditions, ça reste des processus comme ça. Mais il y a un moment où je me suis dit, ça fait longtemps que j'écris, puis avec Hugolin, ça fait longtemps qu'on déconne, on a plein de conneries de duo. C'est vraiment né autour d'un pétard. À la base, c'est des conneries de pétard qui ont évolué. C'est une joke de spliff qui est devenue vraiment grosse, puis on est allé vraiment loin dans l'idée, qui a donné le duo de La Loi, c'est la loi, mais quand on a décidé d'y aller sérieusement, puis de faire les demandes, puis tout ça, ça a vraiment comme tout s'est enchaîné, tout s'est est comme parti. Puis on avait quand même une grosse liste. J'avais une super golden list de tout le monde avec qui j'avais travaillé, avec qui je voulais engager, puis faire des projets, disons, plus personnels. Tu sais. C'est ça que j'avais trouvé impressionnant, pareil, de voir toutes les... Tu sais, il y a quand même Pascal Bussière, il y a quand même des gros noms québécois aussi, là, puis je veux dire, c'est vraiment bien tu sais, c'est bien tourné, là. Moi, je suis pas un connaisseur de cinéma, là, mais je veux dire, je suis capable de voir quand c'est vraiment professionnel, puis ça l'est, là, ça, là, j'étais vraiment étonné, là. Des artistes de l'image, hein. C'est Vincent Hercé. Ben, Vincent Hercé a fait plein de clips pour plein de rappeurs puis de rappeuses. Il y en a en fait beaucoup, là. Sa liste est longue, là. Vincent Hercé, c'est les gamins. Dans le fond, tous les clips que tu vois signés, les gamins, c'est Vince, là. C'est Vince puis Marco. Marco, c'est le DOP.
C'est vraiment lui, c'est un génie de l'image. Puis eux, depuis qu'ils ont 14 ans, qui font du vidéo. Dans le fond, c'est des vidéastes depuis qu'ils sont kids. Ils filmaient des chums, ils faisaient du sport extrême à Québec. Tout. Depuis des vidéos de The Grinch, je pense, ça s'appelle. Une astuce d'affaires, man. Ils sont avec des winches, puis ils se tirent sur les écoles primaires, font des backflips, ont des astuces de cascades de dangereux. Puis tous les chums sont rendus X-Games pas mal. C'est toute une bande vraiment de snowboard. Puis arrivé à Montréal, ils faisaient un premier clip pour Cree. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Cree qui fait de la musique électronique. Je sais pas si ça dit quelque chose. Je connais peut-être de même, non, pour vrai. Mais vous regarderez Cree, grand C, grand R, petit I, il vient de signer en Angleterre comme pour les balles d'électro. Il est en pleine explosion. Mais son nom me dit quoi, mais je vous mentirais si je disais « Ah ouais. » Il a fait un hit avec Charlotte Cardin. Ils ont pris la toune de Daniel Boulanger, je pense. Rêve et mieux, je crois. En tout cas, ils ont fait plein de trucs, mais Cree, Vince faisait son clip avec presque pas de sous. Puis on s'est rencontrés là, puis là, je les ai vus travailler. Il avait genre 18 ans, 19 ans, puis moi, je faisais déjà un peu ça, puis j'étais comme, man, vous êtes des malades. Là. Un jour, il faut qu'on travaille ensemble, puis travailler hors zone, guérilla aussi, tu sais, de ne pas avoir peur, tu sais, ça prend tellement de permis de tourner, là, tu sais, tu te décourages, man, ça prend tellement de trucs, tellement d'assurance, de fric, de setup. Puis si t'es un esthète, tu veux faire des belles images, ça prend du setup. Tu sais, puis... Ben c'est ça, c'est ça, je me dis, mais tu sais, justement, je me suis informé un peu après avoir vu votre série, là, parce que pour le monde qui regarde le podcast, là, c'est pas une petite série, tu sais, je veux dire, il y a énormément de travail et de personnes qui ont travaillé là-dessus, là. Vous avez eu un budget, à ce que je lisais, environ 300 000 pour produire ça. Ouais. Ça s'est fait en 9 jours. C'était-tu ben, ça n'a pas de sens. Ou c'est juste que vous avez été pressé à cause des deadlines ou ben? Ben, c'est parce qu'on n'avait pas plus d'argent, man. Ça coûte tellement cher par jour. T'sais, nous, on écrivait aussi en fonction de ça. Hein. On s'est retrouvés quand même avec énormément de personnages, mais c'est vrai qu'on travaillait avec la contrainte du fait qu'on aurait peut-être eu plus de figurants. On aurait peut-être... on se serait laissé aller dans les lieux, peut-être, mais je veux dire, on a été contraints chaque fois parce que les lieux coûtent cher. On a eu ça a été là, une saga de bonheur, cette série-là, les gars. Sérieux, man, c'est fou, là. On parlait des DOP tantôt. On a eu une deuxième caméra, une Arri Alexa, là. Fuck, man. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait jamais tourné la série parce qu'il a fallu qu'on tourne à 2 cams tout le temps. On faisait des one take. Pas parce qu'on est bon, Coralis, parce qu'on n'avait pas le temps. Parce que pour raconter l'histoire, après, il fallait que Vincent ait le plus de stock possible. Alors, on a fait une descente. On n'arrête pas de dire depuis le début qu'on a braqué la banque. On a monté un SWAT team avec du fucking love, les gars, mais on a fait exactement ce qui se passe dans les corps policiers, dans les corps de pompiers, chez les bandits. On s'est monté un esti crew fucking... C'était malade. Non, mais c'était tout un team, là. Tu sais, même vos personnages, là, moi, je les trouvais écœurants. Ça fait un peu le genre de Laurel et Hardy, là. C'est exactement ça. T'sais, toi, t'es le craqué musclé. Craqué, man, c'est bon. Ta mère qui peut. Moi, la scène que ça m'a fait rire, ta mère qui peut. C'est la mère qui fait des clubs. Sur le sofa, puis toi, t'es là, tu fais des chandelles, puis tu sais. Il y a un petit côté, tu sais, fils de bougon, mais en même temps, qui est dans le corps de police, puis qui aime être dans la police, mais en même temps, le gars, il est un peu. Les deux, vous avez un passé. No joke, moi, j'ai bien apprécié ça. Tu sais, je connaissais pas pantoute ce que vous faisiez avant. Puis dans le fond, cette série-là est disponible sur TV5. UniTV. UniTV? UniTV, ouais. OK. Mais c'est quoi, quand ils disent TV5, là, c'est quoi qui s'est passé? Comment ça fonctionne, tout ça? Je connais tellement rien là-dedans. En fait, on a participé à Créateurs en série. C'est un genre de... Un programme. Sérieux, il y a plein de monde, plein de monde ont refusé, comme plein d'histoires un peu plus irrévérencieuses, tout ça, pour plein de raisons. Peut-être nos documents, nos dossiers étaient peut-être pas assez clairs. Il y en a qui pensaient qu'on faisait un show de police comme les autres. On dirait qu'ils n'avaient pas lu entre les lignes qu'on faisait quand même une satire politique, même. Là, tu sais. Fait qu'on a eu pas mal des refus de toutes les institutions, sauf Créateurs en série, qui ont vu nos documents, qui ont cru en nous. On est passé au 2e tour, on a monté un teaser. Puis on a envoyé ça, puis ils nous ont pris. Ils ne donnaient pas un si gros montant, mais ils nous supportaient, puis ils nous promettaient de nous diffuser. Donc, on était sur le site et tout ça. Puis la balance a été faite à l'américaine, en privé, Hugolin, puis Lou Bélanger, Saint-Laurent TV, Raphaël Pérez, de Coyote Records. Les deux... Télé-Québec aussi ont donné un peu de Télé-Québec, on donnait un peu de thunes aussi. Ils vont reprendre la diffusion dans une couple de mois, je pense. Puis après, OK. C'est cool. Ouais, c'est cool. Après ça, on a monté un truc, mais tu sais, c'est pas conventionnel, tu sais. Puis c'est le montant, la série ce qu'elle vaut versus le montant, c'est pas les vrais montants. Non. C'est vraiment parce qu'il y a eu du love. Tous les potes, tu sais, c'est toute la famille, là. Tu sais, tous les chums qui sont venus. Au Québec, là, on n'a pas les mêmes rouages, par exemple, qu'aux États-Unis où tu peux aller chercher du financement privé, tu sais.
On n'a pas ça. Si tu mets trop d'argent aussi, là, ça chie au niveau des subventions. Parce que dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne. Les producteurs déposent un projet, ils mettent un peu d'argent, puis c'est à côté, quand tu as un diffuseur, etc., c'est à côté pour des subventions. Mais si tu en mets trop, là, ils se retirent parce que ça marche plus dans le... Ouais, parce que là, ils voient que vous en avez assez. Vous n'avez pas besoin de nous autres, là. Arrangez-vous, dans le fond. Ouais, ils comprennent pas pourquoi tant de personnes veulent investir là-dedans. C'est quoi une bonne idée, mais c'est quoi votre affaire? Ça rapporte pas directement. Le web ne rapporte pas vraiment. C'est Google qu'il faudrait qu'ils nous financent parce que c'est à Google que revient l'argent, tu comprends, ou à Netflix, tu sais. OK. Mais justement, ça, là, l'effet médias traditionnels versus web, comment vous vous positionnez par rapport à ça? C'est comme les web-séries versus les séries de télé, c'est quoi la différence vraiment? Ben nous, on voulait s'inscrire dans cette transition-là. On sent qu'il y a quelque chose qui s'en va beaucoup plus vers le web. Puis au niveau des idées, on ne se le cachera pas. Quand tu tombes au web, on dirait que c'est un peu plus large. On dirait que c'est moins contraint de tout. Il y a plus de liberté, peut-être. Plus de liberté. Pas de censure aussi. Tu sais, nous, j'avoue que la censure, c'est quelque chose que je questionne beaucoup. Je comprends, puis pour plein de raisons. C'est ça notre propos en plus. Un propos, on parle beaucoup de censure finalement dans cette série-là aussi. Là, c'est derrière cette façade de flic-là, il y a comme toute l'idée d'être protégé par quelque chose qui est protégé par quelqu'un d'autre. Tout le monde s'entreprotège. Puis toutes ces façades-là, c'est des sujets qui sont sensibles. Puis parler, c'est con, mais parler frontalement de profilage racial ou dans l'humour, par exemple, c'est d'arriver à un point où tu peux bien faire passer ça ou quoi. Ça demande quand même du guts. Puis souvent, les diffuseurs sont plus frileux. Puis, ça se pourrait, là, ça se pourrait qu'un diffuseur dise moi, je trouve que ça va être cool. Ouais, on ouvre la machine. T'sais. Est-ce qu'exemple, mettons, là, maintenant que c'est sur le web, ça a été accepté, ça l'a sorti, le monde est trip. Est-ce que vous pensez faire une saison 2? Est-ce que vous pensez peut-être qu'un diffuseur, justement, des médias traditionnels va peut-être venir vous chercher et peut-être dire « OK, let's go, on veut passer ça à VTL, whatever ». Absolument. Ben raide. Ouais, ben raide. On est là, on est en train de l'écrire, puis ça va être plus massif aussi. C'est un peu comme un pilote de luxe qu'on a fait de 60 minutes qu'on avait, qui montre un peu les personnages, tout ça. Mais tu sais, ma mère, Pascal Bussière, policière alcoolique, trash avec un passé vraiment weird. On a développé, les personnages ont des bibles, c'est beaucoup plus profond que ça. On a fait les chemins pour des personnages. On a fait les chemins, veut continuer. Voilà, les personnages vont revenir, on va toujours... Dans l'idée, on verra dans ce que l'avenir nous révèle, mais c'est comme ça qu'on a approché même les acteurs, on leur disait, si vous embarquez dans le projet, puis tout ça, on peut vous dire que l'idée, c'est que justement, on crée des archétypes, puis ensuite, comme dans les BD, les différents vilains reviennent, parce qu'il y a quelque chose de très BD. C'est Laurel et Hardy, mais en même temps, dans ce format-là aussi, dans cette façon de raconter les histoires, le 13 minutes web, là, ça me fait penser aux cases de BD. Aux phylactères, puis tout ça. Des fois, on n'explique pas tout, mais les choses sont suggérées. Puis mais honnêtement, il y a un côté touchant, tu sais, c'est ça, c'est de l'humour. Il y a de l'humour un peu noir à travers de ça, mais tu as un côté touchant aussi quand tu regardes le background des deux policiers. Non, c'est ça. Pour être honnête, là, mettons, moi, quand j'ai fini les 6 épisodes, j'étais comme, asti, faut que ça continue, puis que les personnages soient plus développés avec une histoire autour de ça, parce que, honnêtement, vous tenez quelque chose. Moi, j'ai vraiment apprécié pour vrai, là. Puis, c'est ça. Là, si c'est possible pour vous, puis que ça donne, là, une genre de suite plus développée, est-ce que ça serait hot? Parce que pour vrai, moi, je checkerais ça. C'est le genre de série que je checkerais. Là. On l'a fait pour nos frérots, pour nos soeurs, pour nos amis. On l'a fait pour la famille, pour toutes les classes sociales. Quand on a déposé au FIP là, pendant la compétition, parce qu'on passait au premier tour, puis après ça, TV5 nous demandait de déposer au Fonds indépendant de production. Là, on a fait un teaser qui s'est promené pendant 2 semaines, sur un mois, je pense, sur Facebook. Et il y a 30 000 personnes qui ont liké le truc. Fait que nous autres, quand on faisait ça, on était là. Pour vous, c'est pas tant, mais nous, on n'a pas de réseau. On n'est pas comme vous. On n'est pas bon là-dedans. Non, 30 000, c'est énorme. Là. C'est énorme pour vrai. Mais on se disait, dans le pire des cas, si on le fait pour les 30 000, man, fuck! Gang, man, come on! 30 000, imagine, on fait ça, on remplit un stade de 30 000 personnes, man! Ça y est, let's go, Eric! Let's go, Eric, tabarnak, come on! Tabarnak, on n'est pas venu ici pour le niaiser, tabarnak! Mais aussi, il faut savoir que derrière tout ça, il y a de la tragédie pour vrai, parce que c'est important. C'est né d'une tragédie aussi. C'est né d'une tragédie, les gars. Si on peut vous le dire, là, parce qu'on en a déjà parlé, on en a parlé un peu en entrevue. Puis, la maman du Golin, c'était Maman Reine.
Puis elle s'est enlevée la vie il y a 2 ans, jour pour jour avant la sortie de la série. Puis elle, c'était une grande actrice, c'était une grande artiste. Un grand clown. Une grande clown de sa vie, la femme la plus énergique. France Chevrette, c'est ça? Chevrette, on fait Robin, dans Robin Stella. Ouais, puis on la salue dans le 3e épisode, l'épisode sur la santé mentale. Exactement. Sur le manque de formation des policiers en gestion de crise de santé mentale. C'est de ça que l'épisode parle. Derrière la clownerie du rave et tout ça, il y a quelque chose de très sérieux. Même l'acteur qui est là, il était à l'aube d'un sevrage. Quand il l'a tourné, il venait juste d'arrêter de consommer. Il y a comme vraiment une réflexion là-dessus. Puis sur, D'ailleurs, c'est un épisode qui venait me chercher un peu plus. J'ai quand même travaillé longtemps dans une résidence de cas psychiatrique. Fait que j'ai beaucoup côtoyé ça. C'était familial, c'était une résidence privée que ça appartenait à ma famille. Fait que j'ai beaucoup côtoyé ça, ce milieu-là. Puis je trouvais ça justement triste. Puis je trouvais ça cool que vous l'ayez amené. Puis je me demandais justement au début, là je viens de catcher France Chevrette parce que j'ai vu, à la fin, c'était dédié à France Chevrette. Alors, en tout cas, mes condoléances, c'est touchant quand même. Je suis désolé d'avoir à prendre ça là, mais c'est ça que je me demandais. Puis je trouvais justement le gars, l'acteur qui est tout en bleu. Là. Ouais, Manu. Ouais. Guylaine, je sais pas trop. Mais, je trouvais qu'il était vraiment bon, man. C'est un des plus grands acteurs du Québec, c'est Manuel Schwartz. Ce gars-là, c'est genre une superstar du théâtre. C'est un grand auteur. Si tu peux le voir au théâtre, le Tigre bleu de l'Euphrate, je pense qu'ils vont le reprendre le jour où les théâtres vont réouvrir avec tout ce qui se passe. Si tu veux voir un grand acteur sur scène, moi, je l'ai rencontré sur l'Iliade, un show qu'on a fait en électroacoustique. On a fait la tragédie grecque de l'Iliade à Denise Pelletier. Puis c'est là que je l'ai rencontré où je jouais à Achille. Puis c'était un asti d'acteur. C'était au début un mentor, puis finalement on est devenus des frérots. Puis je lui ai demandé si ça lui tentait d'embarquer puis de faire Guylaine parce que en plus il était intimement lié. Puis Guylaine, c'est un chum à moi qui existe, qui est magicien, qui fait brûler il achète de la poudre. Il y a un figurant qui achète de la poudre qui fait flamber un billet au début quand on passe dans le corridor. Ça dure 1 seconde. Ben lui, c'est vraiment un magicien. J'ai pas remarqué, honnêtement. Le pianiste s'appelle Guylaine. Fait que lui, Puis là, attends les gars, il est en train de vendre la pilule. Non, il va aller acheter de la pilule à Bérubé. Ouais. Bérubé. Ouais, ça, c'est drôle à écrire. C'est le personnage de Watatatar. Bérubé. Bérubé. C'est l'acteur. Bérubé dans Watatatar, dans le temps. Je Je sais pas si Il était là Oh shit, tu me remontes à loin, là. DJ Org. DJ Org. Ah, shit, OK. Ouais. Les gars à DJ Org, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis moi, je le connais un peu. Fait que il est passé sa série. Puis on a dit, Steven, viens. Puis il a amené le code qu'il portait à l'époque dans Watatatar. C'est bon, man. C'est bon, man. Tu vois, ça, c'est des petits insides qu'entre vous autres, vous trouvez, tout le monde se comprend là-dedans. C'est bon, Il y en a une centaine dans la série. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est chargé de ça partout. Comme Chaplin. Tu sais, Chaplin. La moustache, puis tout ça. Ouais. Je sais pas si on le voit-tu sur le frigo, finalement? Charlie Chaplin, ben ouais. Parce que moi, j'ai fait un peu de bodybuilding dans ma vie, puis j'ai déjà fait un... Pas mal. Ça paraît pas en tout. Non, Ouais, je te trouve, t'as pas l'air tant shape, là. Tu sais, bien relax, là. Il mange ses céréales, bon, on fait une coupe de... Il se met sur la table, il lève ses jambes demain. C'est là, what the fuck, man? Tu sais, le gars, Ah non, c'est un crinqué fini. Mais c'est ça, puis j'avais fait un numéro où tu sais, t'as toujours une chorégraphie là, quand tu fais des concours, puis j'avais pris Chaplin. J'avais comme tourné ça un peu plus vers l'humour, tu sais. Ça avait marché au bout. Fait qu'il y avait comme, pour moi, une espèce de retour. Puis Chaplin a toujours été une inspiration très, très grande pour moi. C'est un très grand clown et c'est quelqu'un qui dénonçait beaucoup de choses. Ben, il incarnait l'oppresseur. C'est le dictateur de Chaplin. On a déjà vu ce film-là où il incarne Hitler. Ben, ça, c'était une façon classique. La guerre de faire ça. Ça, c'est frontal. C'est des grands acteurs qui ont osé plonger dans des pots. Surtout à cette époque-là. C'était une balle dans la tête, mais avec la notoriété qu'il avait, il pouvait se le permettre d'aller jusque-là. L'excès de tout ça, c'est un clin d'œil qu'au début, dans 89, Hochelaga, le petit gars qui jouait avec les menottes en minou avec sa mère prostituée qui est la mère du Golin, dans la série La mère d'Éric Contant, il regarde Chaplin à la télé, il y a juste un petit 2 secondes. Mais Chaplin, lui, il se moquait un peu de la police. Fait que là, t'as Éric Contant qui regarde ça. Finalement, il devient police, mais c'est lui qui tape ses autres. C'est bon, tu vois, j'avais même pas remarqué que... Il a mal compris. Il a compris au premier degré. Comme ça. Oui, OK, ouais. C'est fort.
qui pensaient qu'on disait en ce moment en plein corona, c'est pas le temps de glorifier la police, les gars, c'est pas cool, le style, là. C'est pas le moment. Il y a plein de monde qui n'ont pas compris, tu sais. J'invite le monde à comprendre qu'on n'est pas en train de faire un show pro-police. On questionne. Non, le pire, c'est que c'est ça. C'est ça que j'aime dans cette série-là, c'est que vous êtes quand même des bonnes polices, mais en même temps, ben là, il y en a un que sa mère, c'est une policière, mais elle boit sur le chiffre. Vous êtes bien correct avec ça. On le voit que c'est comme des policiers qui sont corrects, mais en même temps, Eric qui est super impulsif. Il y a toi qui est un peu comme Émile qui est un peu Steve Lheureux qui est un petit peu genre il est plus doux, plus soft, mais en même temps, en tout cas, non, c'est des personnages à checker pour vrai. Tu sais, c'est le contraste aussi, tu sais, le policier qui va faire chier le pauvre petit couple là, dans leur petit magasin, qui font juste, dans leur petit restaurant, qui font juste des tacos, pas des tacos, justement, si je me mélange, mais bref. C'est genre mes parents. On arrête mes parents dans cette scène-là. Genre, ah, pour vrai? C'est ça. Dans l'idée, c'est pas mes parents. OK. Mon père est apiculteur, maman est herboriste, c'est des gens connectés à la terre qui prennent soin de la vie. Puis, si les fêtes les rentrent, puis ils commencent à tout checker, ils peuvent faire chier du pauvre monde de même, ils veulent juste faire le bien sur terre. Ils veulent juste prendre soin de la vie. Ils veulent avoir des poules qui veulent prendre soin, ben eux, man, oublie ça, là, tu sais, c'est pas ton... À cause qu'il y a une petite section de loi, genre de la municipalité qui te permet pas, si t'as pas assez grand terrain de shit, là, il fait fucking chier. Puis en même temps, là, t'es comme, est-ce que policier de barde? Puis après ça, dans l'autre épisode, est-ce que tu vois l'autre gros avec sa Lambo qui arrive, toute la poudre partout, il essaie de les arrêter, puis il est comme, non, man, ce coup-là, man, je t'écouterai pas, tu sais, c'est comme... C'est là que t'es comme... Les policiers, les deux policiers, dans le fond, vos personnages sont comme... Est-ce qu'ils sont whack, mais sont attachants, genre. C'est vraiment hot. C'est parce que c'est vraiment ce qu'on avait l'espoir de créer, tu sais, parce qu'on voulait que le monde s'attache, puis je tiens à dire, vraiment, c'est pas du tout un show contre la police, parce que c'est quand même des fucking cops de fous, man, c'est des super-héros, dans le fond, tu sais. Ouais. À la fin, man, on le dira pas, mais il y a quelque chose de quand même, tu sais, tu te dis, OK, les gars, ils sont fucking dedans, là. Tu sais, ils n'ont pas peur de rien, là, puis ils vont aller jusqu'au bout de leur... Mais justement, quand ça s'est fini de même, c'est genre, oh man! Tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est parfait parce que ça a juste donné le goût à tout le monde, je pense, qui l'a écouté. Je sais pas ce qui va se passer, là. Ben non, dites rien, là, mais je veux dire, je pense que c'est... ça donne envie qu'il y ait une autre série, puis je pense que ça pousse peut-être les diffuseurs un petit peu moins fervents ou qui ont un petit peu plus peur, peut-être de se dire, OK, let's go, man, on va le faire, là. Hey, mais la scène, je me demandais, la scène dans le Club Soda, Chris, il y a des bonnes scènes de combat, que, si on veut, là, ça pète de partout. Ça a-tu été difficile à tourner, cette scène-là, ou tu sais, ça brasse pareil, là? En 4 heures, mon gars. On n'avait pas le temps parce qu'en fait, il fallait engager tous les cascadeurs qui ont été extrêmement généreux d'embarquer. C'est du monde qui travaille partout aux États-Unis, tout ça. C'est quand même un vrai team de cascade qui va nous suivre. Rodney Alexandre. Rodney Alexandre, le coordonnateur. Mon gars, un ange tombé du ciel. C'est une autre synchronicité cosmique. C'est un gars avec qui moi je travaillais sur les gags juste pour rire. Je faisais des cascades avec lui sur les gags qui passent en boucle là, sur certaines chaînes. Puis je le trouvais bien smart et tout. Fait que quand on a débuté le projet, je l'ai contacté assez vite. Puis j'ai dit, Rodney, man, j'aimerais tellement ça, mon gars, que tu regardes le projet puis s'attend d'embarquer. T'es mon coordinateur et tout. Mais il n'a pas embarqué, le gars. Il s'est intriqué dans le projet. Toute son équipe. On avait le dojo. On a fallu s'entraîner au dojo pour checker. On était avec David Lee puis Rhymes une journée. On a ri, mon gars. David Lee qui n'avait pas dormi de la nuit. Il fallait qu'on le ramasse, man, pour le poivrer. On avait une coupe de cascade de plus. On avait au moins le double de cascade de ce qu'on a pu tourner parce que le temps, man, a tellement filé. Puis, on a tourné, écoute, on a fait une répète là, de cascade pendant 4 heures. Mais je te dis, je l'ai tourné 1 fois et demie. Ça, moi, là, les cascades, là, c'est en partie pour ça que j'ai fait le projet, parce que j'aime bien faire des cascades. J'ai toujours trippé sur les acteurs qui, des fois, faisaient ces cascades. Puis, je ne ferais pas toutes les cascades, mais il y en a que j'aime bien faire, tu sais. On va te faire une je réserve de quoi de spécial, Éric Contant, et ça va chauffer. C'est bon. Mais tu sais, juste la petite scène, le moment où, à un moment donné, il y a comme une policière, je me souviens, c'est comme le bout que j'étais en train de faire de quoi, puis j'ai comme vu en même temps. C'est la madame qui arrive, OK, tu le pognes comme ça, clac, 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 clac. Hey, mais juste le petit move que tu fais, le petit clac, clac, clac. OK. C'est comme, OK, mais juste là, il y a quand même... C'est là que j'ai catché que Éric Contant, Hugolin, il était... Un clip sur place à 42 ans, 43. 43. Richard Malade. Quoi?
Ah ouais. Non, mais on On continue. a 12 ans de différence, moi, depuis Golin. Ouais. Non, OK, t'as 43 Non, ans. non, je veux pas. 43 ans, c'est Tabarnak, je pensais que t'avais comme 30 ans, 32 Tabarnak, ans. man. Ouais. For real? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu manges, man? Tu dois C'est manger quoi, juste bio, lui, là. C'est quoi le secret, là? Tu t'es-tu entraîné à une bonne partie de ta vie, honnêtement? Heureux, les gars, sérieux, man. Ça doit être ça. Non, mais vous l'avez dit tantôt, je me suis entraîné longtemps. J'ai fait 20 ans d'entraînement à côté avec un coach, Yannick Morin, qui est une sommité, qui a fait les Olympiques, qui a failli les faire 2 fois en 2 disciplines différentes. Bobsleigh et cycliste, c'est une rencontre que j'ai faite à 17 ans, puis au lieu de rêver, j'ai commencé à m'entraîner. C'est ça, là, parce que je commençais à travailler en doublage aussi, j'ai commencé de bonne heure, puis j'ai jamais arrêté, fait que j'ai un petit côté rock and roll, fait que je pense que ça m'a aidé à focusser un peu, tu sais, puis Je vais le vanter, là, mais vous savez que Hugolin, c'est une des voix vraiment importantes du Québec. Chia Leboeuf. Une voix de doublage. ah ouais, un de mes meilleurs, man. Énormément de monde, là. Les Mon Simpsons, gars, c'est man. lui Nelson des Simpsons. Tu fais qui? Excuse-moi, c'est la voix de qui? Nelson des Simpsons. Des Simpsons. Le fameux. C'est lui. Tu- C'est vrai, ça? Ah ouais, c'est moi. C'est bien bon, ça, man. Tabarnak, on apprend. Ouais. Bon, le Kung Fu Panda, c'est moi. Mais c'est Oh. ça, moi, c'est ça que j'avais checké, là. Tu sais, un moment donné, j'avais parlé avec Mariam, parce que Mariam, à la base, c'est elle qui Ah oui, nous a entré en contact. elle nous rejoint-tu finalement? Elle va nous rejoindre, elle a dit, je vais attendre après 1 heure, puis à un moment donné, je vais me pointer, ils vont parler de... Ouais, c'est le Zoom. Non, malade. Ben, tu sais, elle pourrait nous rejoindre. Si tu veux, Adamo, envoie-y ça. Là, Ben, là, j'ai déjà envoyé, en fait, elle a dit, je vais envoyer une invitation, je te texte quand je m'en viens. J'ai dit, ben là, tu pourras pas me texter, je vais être en Zoom. Fait que, fais juste rentrer dans la convo, puis tout, tu vas pouvoir l'accepter. Mais ouais, elle va venir tantôt. Puis c'est justement, tu sais, c'est ça que je disais, parce qu'à la base, je fais comme, moi, sans être méchant, rien, là, je connaissais pas vraiment, je connaissais pas, tu sais, fait que j'avais tombé sur la loi, c'est la loi, puis j'étais un des 30 000 qui a liké, d'ailleurs. Ah, yeah, merci, man. Fait que là, j'étais comme, oh shit, OK, ouais, c'est eux autres. Puis là, quand j'ai tombé sur la fameuse série, puis je l'ai tout écouté, je l'ai mangé, là, la série. Puis une fois, tu sais, on dirait, le premier épisode, j'étais comme, OK, c'est bon. Mais c'est quand t'embarques vraiment, là, puis le moment, je me suis tout tapé d'une shot. C'est pour vrai, c'est vraiment bon. En tout cas, whatever. Tout le monde qui regarde le podcast en ce moment, fuck le podcast, tu peux aller checker ça, là. Mais vérité, Ah, fuck le podcast. ouais, fuck le podcast, là. Désabonnez-vous, allez vous abonner à... Non, c'est ça. Ah, c'est On cool, se man. rend compte, on voit pas grand monde, c'est que. Mais non, où je voulais en venir avec ça, c'est que quand j'ai commencé à faire mes devoirs puis de regarder qu'est-ce que chacun avait fait, à la base, je voulais que Mariam vienne. Mais là, j'étais comme, s'il y a Mariam, s'il y a vous deux, quand j'ai découvert tout ce que vous faisiez, justement, dans le doublage, que je voulais qu'on embarque Hugolin, là, j'étais comme, on n'aura jamais assez de temps là, avec ces trois-là. C'est genre du monde qui font bien trop de shit. Là. Fait que là, j'ai dit à Mariam, si tu veux, dans le fond, venez juste peut-être parler de ta scène, ça va être cool. Parce que... On va parler un peu de police aussi. Tu sais, on a toutes des histoires aussi. Pourquoi moi, c'est parti aussi indirectement avant Hugolin, parce que chacun on a aussi nos opinions, on est deux humains avec chacun notre expérience de vie. Ouais, on a ça. discuté longtemps, hein, tu sais, on s'entend. Des fois, on s'entendait pas sur tous les axes politiques. Moi, j'ai manifesté contre la brutalité policière depuis que j'ai 15 ans. Là. Je partais de Wilfrid Léger en Bosse pour aller marcher à Montréal contre la brutalité policière. J'ai manifesté pendant 10 ans là, dans les rues avant de réfléchir et me dire peut-être que par la création, je peux parler de ça sans nécessairement être au front dans la rue, même si je considère que c'est quand même important de se déplacer. Mais les axes, chacun ses combats et ses espaces. Puis j'ai vécu plein de situations quand même assez choquantes de dérives policières. Puis je pense que tous les policiers devraient être contre la brutalité policière. On s'entend là-dessus, mais j'ai vécu énormément de situations aussi de profilage racial avec des amis haïtiens, arabes à Montréal, mais même à Granby ici, où est-ce que j'ai grandi. Puis ça aussi, ça faisait partie des moteurs, pas par vengeance, mais par réel questionnement. Je pense que tous les policiers devraient être contre la brutalité policière. Fait qu'il y a un fond derrière ça. Puis je pense que Mariam aussi a kiffé ça. Puis tous les rappeurs aussi qu'on a demandé, c'est comme Easy S, il y en a des histoires, là, si tu poses des questions. Ouais, bon, on l'a eu au podcast, justement, il nous en a parlé un peu. C'est ça, quand on comprend d'où il vient, là, on comprend aussi le message. Hein. On est allé direct là, puis on lui a demandé avant de tourner, on a dit, est-ce que tu accepterais que... Tu sais, qu'on dit 4 balles, pas de prison. Quand j'ai écrit ça, tu sais, j'étais comme... Chris, man. T'es-tu d'accord, là? Tu sais, on la met quand même, là, on l'écrit, tu sais. Puis il y avait Soulja aussi qui était au début qui va revenir, là, on va y redemander, mais il y a eu un contretemps, je pense. Il est arrivé un truc qui n'a pas pu tourner.
Mais, tu sais, c'est comme Rémi, c'est même pas une question. Quand j'ai demandé Rhymes, il a fait, ben là, frérot, depuis qu'on est jeune, man, il y a des escouades avec des boucliers, ils sont 20 assis à l'entrée du show, puis on n'a même pas commencé, là, tu sais. Ça arrive souvent, là, tu sais, on en a vécu des situations comme ça. Fait que c'est d'amener ça, puis comment aborder ça sans être frontal puis gratuit, puis pas montrer graphiquement. Si on montre des scènes de gens qui se font tabasser, honnêtement, c'est même plus drôle. Là, c'est de la réelle. On est allé voir YouTube. Sur YouTube, on faisait de la recherche au début, puis on voyait des trucs. Puis c'est pas pour planter le clou, là. C'est rien qu'on est tombé sur des images sérieuses. On se disait, OK, on fait pas ça, man. Le monde va dire que c'est des caves, man. Comment rendre ça comique pour rire de la tragédie, des dérives? Des fois, c'est touchy quand même. Tant des deux bords, là. Mais bon, dans certaines situations. On comprend aussi que c'est un métier qui est hyper extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Tu comprends qu'ils sont pas là pour manger 2-3 tapes à la gueule par jour parce qu'ils sont policiers puis ça dérange pas. Moi, je me suis déjà fait dire, un cascadeur, c'est capable de se péter à la gueule sans se faire mal. Ben non, un cascadeur, ça connaît les risques puis ça veut surtout pas se péter à la gueule parce que ça gagne sa vie avec ça. Ouais. Fait qu'au contraire, tu te blesses puis tu travailler, hein. Ben, c'est justement, fait que, tu sais, dans les métiers comme ça qui sont comme des métiers wow, qui sont borderline parce que c'est vraiment intense, des fois, il faut se mettre aussi à leur place, etc. Mais ça ne nous empêche pas et ça ne nous empêchera jamais de questionner les dérives potentielles sous toutes ses formes. Puis je pense que le signe de pièce aussi, vous l'avez eu d'en face pas mal. Puis les gars, ils graduent puis ils montent un autre échelon dans la hiérarchie parce qu'ils ont engrangé beaucoup d'argent, là, tu sais. Fait que, je veux dire, à un moment donné, quand même là, la critique, tu sais... Et puis les policiers le disent, là, en ce moment, ils disent, on veut pas. Moi, je suis pas rentré dans la police pour faire de la distanciation sociale. Je suis rentré dans la police pour arrêter des bandits. Ouais. Mais bon, faut bien qu'on fasse notre job. Mais c'est ça aussi. Ben, Éric Content, là, mêlez pas dans la circulation aussi. Il va manger les cyclistes. Ouais, c'est ça. Mais envoyez-le au feu, le gars, il a pas peur. Envoyez vider le Tokyo Bar là, à 3 heures parce qu'il y a une bataille au couteau. C'est sûr qu'il y en a certains que ça prend des malades. Lui, il va grimper sa tête du monde pour essayer de pogner le couteau entre ses dents, genre. Donc, c'est un peu ça, c'est l'angle qu'on... Mais ça prend quand même un gars qui est capable de monter sa tête des gars, sacrifier. À un moment donné, c'est ça, là. Tu fais, whoop, là, le gars, c'est comme un super-héros, mais en même temps, il y a ça. C'est vraiment un moteur qui nous stimule beaucoup dans l'humour, tu sais. Voilà. J'ai fait dériver complètement le sujet de ce qu'on parlait, mais je trouvais ça très important. Pareil, non, mais c'est bon. C'est important pour tout le monde qui regarde ça. Puis on a toutes des histoires avec la police. Puis même, nous, on s'est inspiré pour écrire de plein d'histoires. Puis éventuellement, on va faire un appel. Là, il faut faire attention à la population de toutes leurs meilleures histoires avec la police, avec des arrestations ou de suivi qu'ils ont eu. Parce qu'on a imbriqué plein de vraies histoires, tu sais, dans le truc. Je vous ai amené ça, les gars. Je vais vous les envoyer dans des petits ziplocs COVID style. Mais si ça vous tente, en tout cas, t'en parlais, puis j'ai fait faire des badges. La loi, c'est la loi. Eh ben oui, man! Ben oui, certain, man. La loi, c'est la loi. Envoie-moi ça. Et puis c'est ça que je voulais vous demander. C'est marqué le SPTM. C'est parce que dans le fond, vous n'aviez pas le droit de dire SPVM, absolument pas. C'est la Société de police tactique de Montréal, pas le service. C'est une société, donc une entreprise, une compagnie. Ici, c'est Surveiller et punir. Surveiller et punir, c'est Michel Foucault. C'est un livre de Foucault. Mais c'est aussi parce que protéger, servir, c'était pas vraiment ce que les deux gars font. Donc, ils surveillent puis ils punissent. Puis ici, c'est la tour de Bonaventure qui est comme une graine avec l'œil qui check la ville comme les Illuminati. On a regardé le signe ostentatoire parce qu'il n'y a plus aucun signe ostentatoire au Québec. Ici, on a mis le stade olympique pour le sport. Ici, on a mis la prison de Bordeaux. Qui est plus grosse que le stade. T'as Bordeaux, t'as le sport, t'as les citoyens qui sont au-dessus de l'espèce d'étoile que j'ai dessinée, qui est une étoile de chapeau de clown. Qui rappelle un peu l'étoile de David. L'étoile de David. C'est bon, man. C'est bon, ça peut servir. Tu sais, ça peut servir dans justement, plugger ça. Mettons là, qu'on a des clips à tourner, des affaires que. Il y en a un qui a un badge, tout. Mais justement. On peut les clipper, tu sais. Avez-vous, mais à travers cette série-là, peut-être, est-ce que vous avez eu justement, je sais pas si vous en avez parlé tantôt, je sais même plus, man, j'ai bu une petite bière, puis est-ce que vous avez eu affaire à côtoyer des policiers ou à essayer de comprendre, tu sais, t'as dit, il a fallu que vous faisiez des petits entraînements, tout ça. Check bien ça, vous allez rire. Ouais, let's go. Ça commence en 1983. Non. Mais j'ai un ami, moi, qui est dans la police, puis depuis le début il est inspecteur, lui, pour le SPVM. Puis, depuis le début du projet, j'avais dit à Émile, dès qu'on a fini d'avoir quelque chose de vraiment, vraiment assez concret, là, qui pourrait évoluer, mais qui est comme solide,
On appelle mon chum et puis on le rencontre. Il lit tout ça avec nous, puis on a une discussion. Il va nous donner du reel, etc. Comme de fait, on l'appelle, on se rencontre au on va chercher un petit poulet portugais. Moi, j'étais un peu plus réticent. Le gars-là, il était correct, c'est mon chum. Tout, j'ai dit, hey, man, sérieux, on va tourner dans pas long. Puis je suis pas sûr que je veux lui envoyer mes scénarios parce que quand même, on n'a pas besoin, on observe, on en a tellement vu mais en même temps, c'est vrai qu'en dedans, je me disais, c'est impossible qu'on côtoie pas des policiers en travail, en service, pour parler pendant une série entière. Ça serait même, autant que c'est pas respectueux, autant que artistiquement, c'est même pas intéressant de pas le faire. On veut savoir, tenir les armes, tout ça. Moi, j'en avais déjà fait à cause de d'autres films, d'autres trucs. Je savais que c'était quoi un peu le code, mais il y avait plein de choses qu'on savait pas. Ouais. Fait qu'il nous dit demain, 14h, il appelle Non, le sergent. attends, c'est pas ça. On finit de lire le scénario, et après, on est en train de manger. Là, Jean, il dit, mais les gars, je pense à ça. Il dit, ça vous tenterait pas d'aller faire un cobra? Je sais quoi, c'est un cobra? Il dit, un quoi? Un cobra. Ça, c'est un truc que vous pourriez faire, vous autres, n'importe qui. On pourrait faire un cobra pour un clip. Là. Ouais. Je veux faire une journée cobra. Ça, c'est cool en crime. La patrouille. Tu fais de la patrouille, il t'embarque dans un char. Il t'embarque à côté de lui. Moi, je pensais pas. Il t'embarque à côté de lui. Pas de gilet pare-balles, rien. T'as même pas d'identification. T'es juste avec lui. Puis tu le suis pendant une journée de travail. Puis tu vois tout comment ça se passe, comment il rentre les plaques, comment il débarque, comment il fait des interventions. Tout le monde était dans le 21 au centre-ville. Fait que c'est le quartier le plus chaud, là, c'est le Peace Park, tout, c'est le plus chaud de Montréal, pas mal. C'est le red light. Ça brasse, mais même si j'ai juste vu pas mal des pauvres junkies se faire interpeller, là, mais tu vois que comme leurs journées sont pas reposantes, mais pas en tout. Puis Hugo, il était avec le sergent dans l'auto. Le sergent, c'était tout un personnage. Moi, je vais on le nommera pas. Je vais le nommer, moi. Non, mais nomme les gens. Je le nomme, man. Je lui ai dit ça. J'ai dit, Jimmy Carl s'appelle Jimmy Carl Michon, sergent Michon. C'est le plus gros batailleur la du Ligue SPVM. La Ligue junior majeure de hockey. Il vient de la Ligue junior majeure du Québec. Allez voir ça sur YouTube. Wow! OK? C'était écœurant. C'est bon, man. C'était mon héros, man. J'étais avec mon héros, mon gars. Il était encore mieux qu'Éric Contant. Il est mieux écrit qu'Éric Contant. Oui. Il m'a donné des lines. Puis j'ai dit, Jimmy Carl, je vais te la voler, celle-là. Il dit, ben ouais. Vas-y, man. J'ai tout raconté, mon truc. Puis les gars, la première, je veux vous conter ça parce que quand on est arrivé au Fall-In, c'est-à-dire quand ils donnent l'information à tous les corps policiers là, au début de la journée du chef. Sur la télé, ils sont tous assis en gilet puis ils nous demandent c'est quoi que vous faites, les gars, c'est quoi votre série? On est les deux, man. On va le dire. On fait une série sur les policiers qui l'échappent. Là, on se gratte la tête un peu. Ils nous regardent. Tu penses qu'on l'échappe pas ici, mais gros, tout le monde échappe, man! C'est bon. OK. Et lui, là, c'est un gars, justement, que c'est un passionné. Il fait plus de patrouilles que des jeunes. C'est un gars qui a 45 ans. Il a dédié sa vie à la patrouille. Il fait encore de la grosse patrouille dans le centre-ville la nuit, etc. C'est un gars qui va au feu, mais c'est quelqu'un que tu t'envoies pas voir des piétons. Puis il m'a dit, moi, là, ma carrière, ça a été ça. Moi, je bouillais, tabarouette. Des fois, j'étais pas capable. J'avais des chaleurs. J'avais des chaleurs. Mais c'est ça. Donc, ça prend un équilibre comme dans tout, mais on a eu la chance de rencontrer Jean-Carl Michon et Louis-Philippe, comment il s'appelait? Jean-Philippe. En tout cas, mais deux êtres fantastiques. On a fait 6 heures de patrouille juste avant de tourner. On est allé chercher un peu de real, puis un peu de... Moi, personnellement, les gars, là, j'avais besoin aussi de me confronter avec des policiers. Ben ouais. Ben oui, c'est sûr, là. Moi, j'avais été juste sur l'autre ligne de front aussi. Fait que, tu sais, c'est des années de genre jeune, tu sais, à Nord, un peu à faire, tu sais, oui, fuck la police, je l'ai dit toute mon adolescence, tu sais, puis ça évolue, puis tu réfléchis, tu vois, finalement, tu réalises que c'est déjà des pères de famille, tu sais, mais c'est des ouvriers aussi, là, tu sais, c'est des employés, là, ils sont pas payés si cher que ça, là, pour faire ce qu'ils font, puis sérieux, ils vont en ligne de front, puis... C'est quoi connaissez-vous le salaire, mettons, moyen d'un policier? C'est 45 000, genre? C'est pas genre 60, man, 60 avec les bonus, là, aller chercher 70, 80, mais pour vrai, les journées qu'ils ont, man, là, c'est pas si cher. Quand Jean-Nic, là, le personnage de Landreville, dit, c'est un peu Jean-Nicolas Verroux, il dit, esti, au bout de 20 ans, on a le dos pété, tout ça. Mais ça, c'est vrai, là. Les gars, ils portent des ceintures, c'est tellement lourd, ils ont le dos pété bien raide. Tu te promènes avec ça dans le char, c'est inconfortable. Ils se font cracher dessus, ils se font envoyer chier. Mais c'est ça, comme dans tous les clans, chez les bandits, chez les polices, il y en a qui travaillent bien, il y en a qui travaillent moins bien. Nous, on a mis en scène ceux qui travaillent moins bien, mais qui pensent travailler très bien. Tu sais, cette espèce d'affaire-là entre les deux. Mais tu peux pas leur en vouloir non plus parce qu'ils ont été drillés de même.
Fait que, tu vas tout le temps tomber sur un cave dans tous les corps de métier, on s'entend, là. Wow. Ben, ça, c'est dans n'importe quoi. Là. Même des fois, pas les métiers. Tu prends juste un... C'est un cave. Ouais, c'est ça. Il y en a des caves dans n'importe quoi. C'est sûr que les policiers, c'était le fun. Moi, j'aimais ça, les policiers. Moi, j'ai toujours joué au pendu au voleur quand j'étais jeune parce que j'aimais ça faire des cascades. Je faisais des petits films, tout ça. Puis ça a toujours été comme un fantasme de petit gars, tu sais. Mais imagine, puis en plus, c'est ça. Moi, dans ma carrière, j'ai souvent fait des rôles de bandits. Là. Vous irez voir ça, Les Pêcheurs. J'ai tourné là-dessus, la série Les Pêcheurs. J'ai fait un coup de crackhead, puis de dealer de crack, puis de jeune bum. Je me fais tirer dans toutes les séries de flics que j'ai fait. Je fais 3 épisodes, je mange une balle tout le temps. Je me trouvais au-dessus de la pyramide. Là. C'est bon, là. Des punks. Le dernier rôle que j'ai eu, c'est le film d'André Forcier. Je suis tatoué jusqu'aux oreilles, je suis au squat fatal. J'ai des rushs avec tous mes chum punks. Regarde ça, Les Fleurs oubliées. Un petit beau film d'André Forcier, un de nos plus grands cinéastes. C'est quoi? 14e long métrage, André Forcier. Méconnu, man. Faut que les gens voient son cinéma. C'est du réalisme magique. C'est un grand poète, c'est un grand auteur, un très grand cinéaste. J'ai eu la chance de travailler avec. Il m'a donné un rôle. Mon dernier rôle, c'était un esti de rôle de bombe. C'est ça, je suis tatoué jusqu'aux oreilles. Jerrycan Paillette. Jerrycan Paillette. C'est tout tourné au squat fatal. C'est André Forcier? Ouais, André Forcier, ouais. Regarde ça. Fait que pour dire comment c'est contrasté puis comment tu peux incarner, c'est ça. Tu incarnes une chose ou une autre, mais si tu l'incarnes comme un acteur doit plonger profondément dans un rôle et se questionner, tu sais. Mais tu vois, c'est ça, ça m'amène à la question suivante que j'avais quand j'ai vu que tu avais participé à 3 tournages de 3 films différents en 2016. Comment tu fais pour rentrer dans un rôle, dans 3 rôles en l'espace d'1 an? C'est 3 rôles différents quand même. Tu as fait... c'était Embrasse-moi comme tu m'aimes, Là où Attila passe et Le Pacte des anges. Tu as joué dans ces 3 films-là dans la même année. Ouais. Comment tu as fait? Les gros premiers rôles parce que j'étais là tout le film, ben c'est des plongées, là. C'est des plongées en amont. Tu sais, c'est pas comme aux États-Unis, tu as plus de temps, tu as plus de jours de tournage. Ici, ça tourne vite, il faut que tu aies une structure. Mais tu plonges, dépendamment du projet. Tu sais, si, comme Embrasse-moi comme tu m'aimes, c'est un film historique. J'ai plongé dans l'époque, les années 50, comment il bougeait. Tu as un scénario, tu plonges dedans, mais c'est énormément de travail en amont avant d'aller tourner. Tu sais, c'est la différence avec la télé. Ici, man, c'est 2 semaines. J'ai reçu des rôles, j'avais 30 pages. J'ai eu 1 semaine pour l'apprendre. Tu rentres, j'avais plus de lignes dans la série en 3 épisodes tournés en 2 jours qu'il y a dans le film, mais j'ai eu 2 semaines. Alors qu'un film, tu as 1 an. Donc, tu travailles en amont, mais ça dépend. Chaque projet est différent. Puis tu plonges dans une peau, puis après ça, tu coupes. Mais quand tu arrives chez vous, tu coupes. C'est fini. Mais c'est sûr que oui, je suis seul dans mon appart, souvent. Là. Je fais ça souvent. Parce que quand tu commences dans un rôle de... Ouais, c'est ça. Je sais pas comment tu fais. Tu sais, mettons, quand tu arrives à la maison, tu es capable de comme décrocher totalement? Ben, quand je suis en tournage, habituellement, je demande 1 semaine dans la forêt solo avant. Maintenant, j'ai un enfant. Là, j'avais pas d'enfant, je pouvais le faire. Puis je m'isole, puis je respire, puis je prends du temps pour arriver comme enlever une couche de peau, puis arriver vraiment brut avec juste le rôle dans la peau, puis tourner. Tu tournes tout déconstruit. Là. Des fois, tu tournes la scène finale la 2e journée du tournage. Là. Fait que tout est déconstruit aussi. Tu tournes pas linéaire. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Puis quand les films se croisent, ça, c'est fucked up. Ça m'est arrivé quelquefois, séries et films qui se croisent. Ça, c'est tough. Fait que là, tu as une peau un jour, un crackhead un jour, puis le lendemain, je suis dans l'académie. Là, tu sais, ouais. Ça, c'est plus fucked up. Ça, c'est plus compliqué. Moi, j'ai plus l'habitude avec le doublage. Nicolin, lui, il fait juste switcher tout le temps. Lui, c'est des lignes, man, all day. C'est moins profond. C'est un peu moins profond que le travail d'Émile, on va se le dire. Mais en même temps, j'imagine que vous n'avez pas non plus les mêmes genres de rôles. Il faut que ça fitte aussi avec toi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce que vite de même, je pense que Hugolin, je pense que tu es plus à l'aise avec l'humour, mettons, un peu plus peut-être. J'aime ça au bout, ouais. Oh, ouais. C'est vraiment, ça fait partie de ma vie tout le temps. Parce que tu disais Charlie Chaplin, etc. Puis là, aussi, qu'est-ce que tu. Même les doublages, là, limite, là. Ouais, peut-être pas tous, là. Non, mais j'ai toujours aimé travailler justement le timing comique, les rôles. C'est vrai qu'on me donne des fois des rôles où ça demande un petit timing, ou en tout cas un plaisir à essayer de chercher quelque chose d'un peu rigolo, de drôle, tu sais, ouais. Et je suis bien chanceux, c'est vraiment cool. Puis est-ce que de faire, étant donné que tu fais du doublage aussi pour la France, là, dans le sens où souvent ce qui est doublé ici passe en France? D'abord, en fait, c'est que les séries, des fois, qui se retrouvent en France. Les films, il y a une loi
en France qui dit que tous les films doivent être doublés en France. Les films qui passent sur les écrans français. OK, ouais. C'est une grosse industrie en Une grosse France. industrie le en doublage. France, ouais. Je l'atteste. Puis, parce que je remarque que t'as pas un accent, mais t'as comme un bon parler français international, mettons. Ouais, mon père est français. Mon père Ah, OK. ouais. Et toute ma vie, je te jure, les gars, je vous jure, depuis que j'ai 18 ans, jusqu'à temps que je fasse du doublage, en fait, je me demandais qui j'étais un peu parce que j'avais une forte inspiration de la part de ma mère qui vient de Joliette, qui vient d'une famille d'agriculteurs et tout. C'est vraiment, c'est les chavrettes de Joliette. Tu comprends? C'est vraiment, c'est jusqu'au bout que là, qu'il faudra que ça garde. Tu comprends? Fait que c'est le moins. Mais là, j'ai mon côté français hyper développé, tout ça, parce que j'ai passé des étés en France et tout. Donc, j'ai développé le truc français, tout ça. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Non, mais sans joke. Et quand j'ai commencé à faire du doublage, ça m'a sauvé, les gars, parce que je me suis dit, ben, c'est pour ça que j'ai cultivé le côté français. C'est pour me permettre d'incarner, en tout cas avec un désir de plus d'authenticité possible. Du plus d'authenticité possible. Et j'y suis pas arrivé tout le temps, ça c'est sûr et certain, mais il y avait ce désir-là. De ne pas être dans la fabrication de quelque chose, parce que c'est quand même une langue bizarre. Il faut se l'approprier. C'est ça qui est dur en doublage, c'est que ça fait souvent lu. T'sais. Puis on m'a souvent dit, moi, je veux être dans une pièce à côté, genre, puis entendre deux personnes qui se parlent. Je veux pas entendre un film qui joue. Donc, c'est comme ça qu'il faut jouer une scène. Il faut le faire vraiment comme si tu discutes, pas faire les choses comme ça. Et ils vont doubler un film d'Oliver Stone qui a été travaillé pendant 7 ans. Ils vont le doubler en 3 semaines ou 2 semaines même des fois. Ils vont faire toutes les lignes des acteurs qui ont incarné ça. Ah, yo, man! Calice! Ça traverse la beauté du scénario puis que la langue se rende pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais. Hey, les gars, je vais pas vous déranger. Heureusement, encore des films doublés parce que plein de gens, ils peuvent pas l'écouter en anglais, en fait. Est-ce que vous m'entendez? C'est là qu'on oublie souvent les gens, tu sais, dans le salon. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on disait exactement? On allait faire l'accent français par le doublage. Ben, c'est reparti, les gars. Puis, je sais pas si vous êtes... Voulez-vous donc parler un petit peu, voir? Hein? Hello, hello. Hello, hello. N'hésitez pas à parler bien fort vu que vous êtes un peu plus éloigné. Puis, Chris de belle poule. T'as un Chris de beau coq, le gros. Yeah. Mais ça, t'as un beau petit drink, là. Ah, yeah. Vas-y. Santé, man. En attendant, man. Attention à la popoule. Un... Attention, mon ami. Attention, ma popoule. On va la mettre ici. C'est notre ami. Attention, les mecs. Oh, on lève le drink. On est là, man. Ça fonctionne? Yes, tout fonctionne. Tout va bien. OK. Ils sont là pour mettre tout le monde dans le contexte. Vous avez perdu, je vous le dis tout de suite, une demi-heure de contenu vraiment intéressant entre nous autres et les gars. Fait qu'on va essayer de reprendre ça à un certain niveau. C'est la technologie. Exactement. Là, on parlait du fait que Éric Contant... Oui. Non, on parlait du fait que Hugolin, en fait, était français, que c'était pour ça ton accent, puis nanana. Je me souviens plus où on était rendu exactement. Ben, moitié-moitié, là, mon père est français, ma mère québécoise, puis c'est ça, je disais que j'avais été une grosse inspiration là, de ma mère puis de mon père, tout ça, puis je m'étais cherché pendant longtemps, tu sais, parce que je me demandais est-ce que j'étais québécois, français, tout ça, puis j'avais un accent bizarre, donc très influencé des deux côtés, puis quand j'ai commencé à faire du doublage à 17 ans, en fait, ça m'a réconcilié avec tout ça, parce que je me suis dit, fuck, c'est pour ça, en fait, que j'ai gardé l'accent et l'espèce de cultiver une autre langue, tu sais, parce qu'il faut que tu la parles, cette langue-là. Sinon, à un moment donné, ça devient... ça se perd, mais moi, Wilfrid Léger, ma mère est française alsacienne aussi. Les deux, on a ça en commun. Lui, c'est son père, moi, c'est ma mère qui est française. Puis moi, Wilfrid Léger, tu sais, c'est comme le Hochelag en campagne, là. C'est une des polyvalentes les moins bien classées au Québec. Maintenant, peut-être plus, mais à l'époque, Chris, ouais. Moi, j'ai perdu pas mal l'accent. Je peux devenir... Moi, je suis français aussi, man. Je suis même pas né au Québec. Moi, je suis arrivé quand j'avais 10 ans, puis là, j'ai 31 ans. Ouais. Vas-y, d'où? Ouais, c'est ça, ferme donc ça. Moi, je suis né à Neuilly-sur-Seine, mais j'ai grandi à 2 ans. Ouais. Neuilly-sur-Seine. Ah, vas-y, à Neuilly-sur-Marne, donc 93.
Ouais, mais j'ai littéralement perdu mon accent, tu sais, parce que je sais pas, je suis arrivé au Québec, j'avais 10 ans, puis je suis jamais retourné en France de ma vie. Fait que, tu sais, moi, j'ai mes deux nationalités, mais j'ai pas grandi. J'ai grandi en France, juste le primaire. Puis après ça, tu sais, je suis jamais retourné en France. Fait que j'ai comme tellement vécu à des spots au Québec que j'ai perdu mon accent français. Mais quand je parle à mes parents, eux, ils ont l'accent français. Fait que c'est fucké, ça fait comme... Ça fait un clash. Ouais. Ouais. C'est exactement la même chose. C'est ça. Puis moi, ça m'a permis de faire du doublage, dans le fond, à partir de 17 ans. Là, puis j'ai jamais arrêté. Tu sais. Mais honnêtement, moi, le doublage, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, justement, je voulais m'informer. C'est quoi comment ça fonctionne? Faut-tu que tu prennes un cours? Ben, j'imagine qu'il faut prendre des cours. C'est sûr qu'il y a des cours qui se donnent. Après, moi, la façon dont j'ai commencé, c'est un peu comme j'ai commencé au théâtre ou au cinéma, c'est sur le tas, tu sais. Ça demande des prérequis. À un moment donné, tu as des habiletés ou tu n'en as pas, tu peux les développer. C'est sûr que c'est la chance que j'ai eue. Moi, j'ai commencé à faire des séries, tu sais, tout de suite. Fait que j'avais des grosses charges de travail qui me permettaient d'expérimenter la chose. Puis j'ai quand même eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé à avancer aussi là-dedans, qui m'ont dit des vérités. C'est une clique, c'est une belle clique quand même. Oui, c'est une clique aussi. C'est une clique qui se tient solide, puis c'est pas tout le monde qui rentre. Là. Après des années d'observation, je suis allé sur le mic 2-3 fois, mais pour vrai, il faut que tu t'achantes, il faut que tu sois dispo, mon gars, là, il t'appelle, il faut que tu sois dispo. Il y en a beaucoup d'appelés, non pas beaucoup d'appelés et peu d'élus aussi. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ouais, je dirais même peu d'appelés et peu d'élus. Peu d'appelés et peu d'élus. C'est un milieu très c'est un des plus fermés. Ouais, très fermé. Mais toi, quand tu disais au départ, Hugolin, tu disais que tu avais commencé à 15 ans, de 15 à 18 ans. Je sais plus si ça, c'était pendant la partie qu'on était disparu, là. C'est ça, après ça, on s'est jasé la vie, là. Mais c'est ça, de 15 à 18 ans, en fait, j'ai joué au théâtre. Les projets de théâtre se sont enchaînés. J'ai commencé à jouer dans une pièce de Michel Tremblay, montée par Brassard. Puis tout le monde était là-dedans, man. Les vieux acteurs de théâtre, Jean-Louis Millette, Élise Guilbeault était là, Gilles Renaud, Michel Poirier, toutes sortes de monde. Rita Lafontaine aussi était là-dedans. Puis ça a vraiment été mon école, en fait. Ces projets qui se sont enchaînés jusqu'à 18 ans. Puis là-dedans, comme ça, le doublage est arrivé aussi. Puis moi, j'ai fait beaucoup ma carrière, dans le fond, en doublage. Tu sais. J'ai commencé à retourner un peu dans les dernières années, les 5 dernières années. Tu sais. Sinon, j'ai fait un film qui s'appelle Simon les nuages. Pour les initiés, ceux qui ont déjà vu ça, c'est la prémisse de Mathusalem puis la forteresse suspendue. Ça, c'est way back, là. C'est dans le temps des films d'enfance à gros budget de l'époque, là, qui montrait dans un monde imaginaire. Dans le temps des contes pour tous. Ouais, il y avait un dinosaure là-dedans puis tout. La guerre des Tucs et tout ça. Oui, dans le temps de la guerre des Tucs. C'est Roger Quentin qui avait réalisé ça. C'était le scénariste de la guerre des Tucs. Toi, t'avais 6 ans, c'est ça? J'avais 11 ans. 11 ans? OK, excuse-moi. J'ai 11 ans. Je suis dans le couloir chez nous, sur la rue Montana, sur le plateau Mont-Royal. Puis j'apprends que je m'en vais tourner une semaine à Cuba, mon gars, pour un film dont je vais être le premier rôle, tu sais. Wow. Capoté en tabarouette, man. C'est un film magique, là. C'est un super film pour enfants, vraiment cool. J'invite le monde à essayer de le trouver. Moi, je ne le trouve pas. Tu vas l'avoir sur Éléphant. Éléphant, plateforme de cinéma québécois. Je fais un shout-out parce que pour vrai, pour les gens qui ne sont pas initiés au cinéma québécois, sur Éléphant, tu peux louer pour vraiment des sommes vraiment pas chères tout le répertoire québécois depuis les années 60. Là. Puis, tu peux aller là-dessus, puis tu peux aller chercher. Là, c'est la plateforme de répertoire qui n'est pas assez mise de l'avant, je pense, pour aller chercher ces films-là. Là. Puis Hugo, en jouant là-dedans, puis il y a même quelqu'un qui a fait un montage. J'ai mis Éric Contant à la place de Simon, un fan de Simon le Nuage. J'ai mis Éric Contant en soude de police devant les enfants sur le poster. Regardez ça. Parfait, c'est bon. Mais là aussi, je me souviens plus de quoi qu'on avait parlé, mais parce que là pour encore, je remets le monde dans le contexte, on a perdu un petit bout. Mais moi et les gars, on a continué de parler. Puis c'était vraiment intéressant parce que j'aimerais ça qu'on récapitule un petit peu ce qu'on discutait. À un moment donné, je pense qu'on était revenu sur votre amitié et la raison du pourquoi vous êtes aussi proches depuis toutes ces années-là. Puis je pense que ça a un lien avec France Chevrette, qui était en fait ta mère, qui était amie avec avec mes parents. C'est la meilleure amie de mes parents, puis ma mère est arrivée de la France backpacker après un bad trip d'acide à Londres. Elle a eu l'Amérique dans sa vision, man. Elle s'est pointée ici. Elle a failli se faire manger la tête par une lionne. Ma mère était avec dans les années de l'héroïne, dans les années 70, à Strasbourg, dans des squats, puis toute une vie vraiment rocambolesque que je raconterai pas, là. Elle a écrit un livre là-dessus. Ah puis, ouais? Elle a écrit un livre là-dessus? Ouais, la lionne tapie dans la pénombre. Une expérience sur comment sortir de la drogue puis de faire quelque chose de sa vie en redressant sa vie,
réappréciant la vie à jeun, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu un clin d'œil dans la série. Dans la série, c'est devenu une fée des bois. C'est devenu C'est une herboriste. une maintenant. herboriste Elle est- accomplie fois 1000. Là. C'est quelqu'un qui C'est connaît, une sommité pour identifier les plantes médicinales dans la forêt. C'est vraiment là, le comme vieux les savoir, Amérindiens, comme les Autochtones l'étaient ensuite, à l'époque. ouais, Comme d'ailleurs, en ce moment, là où tu es présentement, je pense que c'est un... C'est quoi? Vous vivez dans quoi, là, en ce moment? En ce moment, on est sur la terre familiale. Mais tantôt, tu parlais avec les abeilles ou je sais pas trop, là, il me semble... C'est une ferme d'apiculture. Fait que mon père, dans le fond, il fait de l'hydromel. C'est les frères Miel. Il fait du vin de miel, man. C'est le premier artisan qui a eu la licence SAQ. Il vendait à la police, d'ailleurs, dans le temps. C'est des policiers qui ont donné sa licence parce que dans le temps, il y avait juste Molson, il y avait juste les grosses brasseries. C'est grosse, man. Des gens qui avaient des licences artisanales. Mon père, il vendait bootlegger pendant plusieurs années. Puis il vendait au sergent de Granby. Le gars, ils se sont arrangés pour lui donner sa licence. Ça a été le premier avec Michel Jaudoin, qui fait du cidre, qui est rendu au Japon, qui est gigantesque. Mais mon père est plus en Le Jaudoin, c'est pas mal le plus gros en ce moment, je pense. Ouais. Puis mon père, il est main à main. Il faut que tu viennes sur la ferme. La bouteille est pas chère. Puis il faut que tu viennes sur la ferme. Il fait de l'hydromel, dans le fond, du vin de miel, du vin d'abeille. le meilleur. Le meilleur au Ah, Québec. pour vrai, je sais même pas si j'ai déjà bu ça, de l'hydromel, mais c'est fort, ça? L'hydromel de mon père d'un party. J'en ai donné à Rémi, à plein de chums. Là. Ils viennent acheter des caisses. Bro, bring it on! Bring it over here, man! On va t'en Ça vient envoyer de la source, là. Yeah! En plus, Longueuil en a besoin, Longueuil en a besoin, man! c'est 50 la bouteille en plus à la caisse de 12. Tu peux pas avoir moins cher, là. C'est Ah ouais, Excuse-moi, quoi? 7,50 la bouteille à la 12. Là. C'est 95 à 12. C'est pas cher. Fucking down, fucking down. Moi, tu me dis hydromel, là. C'est le nectar des dieux. Ça rend les gens complètement fous, là, les parties chez nous. Attention. Mais il y avait une certaine époque où je pense que c'est... une certaine époque. Une certaine époque que je pense que c'était les Vikings qui buvaient ça énormément, là, quand en genre... Ça serait la plus vieille alcool du monde, l'hydromel. Ça serait avant la bière. Ben, je me rappelle de la toune de Mano, là, Le vent souffle sur les plaines. L'hydromel, le courage pour pas qu'il n'y ait de faille. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Les druides prenaient à tous une gorgée d'hydromel. Attends, man, c'est quoi, genre? En tout cas, je me rappelais des paroles. Moi, la première fois, j'ai entendu parler d'hydromel. J'étais jeune, puis j'écoutais je pense, le 13e guerrier avec Antonos Banderas, je pense. Ouais. Antonio Banderas, c'est ça? Ouais. Wow. Là, à un moment donné, il y avait les Vikings qui étaient là, qui buvaient ça dans une genre de corne. C'était comme, c'est de l'hydromel. Puis là, ils capotaient, puis je sais pas trop. En tout cas, je me souviens plus trop, là. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Le frère Toc dans Robin des Bois buvait de l'hydromel. Oui! La potion magique. Oh, shit! La potion Ouais, magique. t'as raison, c'était avant, ça veut dire. L'hydromel. Ben ouais. Bon, ouais, je vais faire un gros shout-out à mon père. Là. Ben ouais. Écoute, je devrais Ben pas oui. en ce moment, c'est un peu honteux. Là. Je suis Ben sur ouais, la j'avoue. ferme. Je vais avoir une bouteille et vous en servir un verre. Aller au pastis, mais... La prochaine fois, je t'en amène une bouteille. Yo, pour vrai, Passez à Shefford, les frères Miel. À Shefford. bro, appelle-moi, là, on fera une commandite sur le temps de jujube d'hydromel. Ah ben, ça serait incroyable, ça serait malade. Mais je l'ai plugué sur le dernier film à forcer dont je te parlais tout à l'heure, Les Fleurs oubliées. C'est les ruches à mon père, Roy Dupuis. Ouvre les ruches. C'est mes ruches que j'avais chez toi à Montréal. Yo, justement, ça, c'était une affaire qu'on n'a pas parlé tantôt, même pendant qu'on n'était pas enregistré, mais ça, t'as quand même joué dans 2 films avec Roy Dupuis. Ouais, même 3. Ouais. 3? OK, j'étais au courant de 2. Embrasse-moi comme Comment ça. je pense que Roy Dupuis, je pense que tout le monde peut s'entendre que ça a été un des acteurs québécois qui a fait quand même le plus parler. Mettons, outre-mer, mettons. Fait que je pense que... Comment c'était travailler avec lui? Est-ce que c'est une personne humble? Tu sais, on s'entend, là. Ça pourrait être une grosse merde, c'est sûr que tu peux pas me dire, genre, Roy Dupuis, c'est une merde. Tu me le dirais pas, là, mais... Non, je te le dirais d'une autre façon, mais tu le comprendrais. Mais non, personnellement, moi, j'ai une rencontre humaine. Il est arrivé, c'est sûr qu'il est arrivé sur le set. Puis, la première fois que je tournais, là, je faisais le premier rôle dans Là où as-tu la passe. Je faisais mon père policier. Je l'avais jamais rencontré. Puis, il se pointe sur le set. On a fait une petite lecture ensemble. Il se pointe. Puis, le plateau, l'énergie, elle descend. Puis, c'est quelqu'un qui... C'est un loup gris, là. Il rentre dans un espace. Puis, comme il y a une énergie vraiment très posée, très ancrée dans la terre. C'est un acteur. Même dernièrement, il m'a dit il y a les comédiens et les acteurs. La définition qu'il avait entendue, je pense, de Marlon Brando, il disait les comédiens se transforment, se métamorphosent en un personnage, deviennent un personnage, et l'acteur prend ce qu'il est pour devenir quelque chose. Ouais. Donc, c'est deux techniques différentes. C'est vraiment un acteur, Roy. Puis,
c'est quelqu'un qui est extrêmement vrai, extrêmement intègre. C'est quelqu'un qui n'est pas tant facile d'approche, mais on est devenu rapidement parce qu'on s'intéresse à la vie, la nature, la science. On s'est relié humainement. Puis après ça, comme acteur, il a été un mentor parce qu'il m'a donné des phrases simples comme arrête de penser, parle. Fais juste me parler, arrête de réfléchir, parle-moi en tant que personnage. Ça, c'est des trucs qui résonnent encore en moi, plein de trucs. Puis on est resté en contact. Puis quand on se croise, on est toujours content de se voir. C'est quelqu'un que j'admire, qui a une sacrée feuille de route, mais qui a aussi une vision du métier qui est vraiment ancrée dans la vie, dans la terre, puis dans quelque chose d'assez simple, finalement. C'est pas si compliqué que ça. Quand tu regarderas travailler, tu dis « Ah, Chris, c'est pas compliqué, man. Je suis capable de faire ça. » Pas tout le monde. Peut-être qu'il est capable de... Tu sais, pour certaines personnes, il y a certaines choses qui semblent complexes, puis pour lui, c'est comme... Fais juste le faire, puis ça va bien aller, là. Mais des fois, c'est un petit peu ça, tu sais. Quand tu es tellement à l'aise dans un certain milieu, dans un domaine, dans une atmosphère, c'est vrai, pareil. Il faut juste que... C'est un peu comme assumer ce que tu fais, là, tu sais. C'est comme, OK, I'm there, I'm gonna do it, that's it, that's all. La seconde où tu l'acceptes et tu te mets ancré dans ta tête que c'est ça que tu fais, puis ça se passe bien, c'est comme... Mais, en tout cas, je me comprends, là, je suis pas sûr si je suis clair, là, mais... Le secret de Sangoku, man, puis des Jedi, là, c'est d'être présent, mon gars, là. C'est juste d'être là, puis d'être pleinement là. Il faut pas se poser de questions. Big up à Sangoku. Prendre la force de la planète. La force de la planète. C'est ta planète. Tu sais, t'as l'univers dans ta tête, puis ta tête, c'est un univers qui est une source d'énergie, d'imaginaire sans fin. C'est la seule place où tu es libre. Sur cette putain de planète, tu seras jamais libre. Quoi que tu fasses, tu seras pas libre. C'est triste, mais dans le monde matériel, tu n'es pas libre. Dans ton imaginaire, tu es libre. Peu importe. Toujours. Effectivement, c'est la seule putain d'endroit où tu peux être libre. Honnêtement, vraiment, sincèrement libre, c'est dans ta tête. Effectivement. C'est le moment où tu fais de l'art. Je pense que c'est pour ça que les artistes, on aime ça. Je pense que c'est ça qui crée une passion, au final. C'est que tu te sens libre quand tu le fais, tu sais. Ouais. Ça, je pense que c'est... Hey, on dit au revoir à la poule. On dit au revoir à la poule, elle veut se casser. Eh bien, la poule. La poule. À bientôt. Ah, hey, j'ai un nom. Hey, tout le monde, j'ai Mariem qui va nous join direct là. Vas-y. That's it! On a Mariem. What's up? Salut, Mariem! Allô, tu nous entends ou quoi? On va attendre... On va attendre, son son est en train de se connecter. On a Mariem. 1, 2? Yes! Yeah! Oui! Oh yeah! Hey, beau setup! Qu'est-ce qui se On a mis des petites plantes. Là, t'as raté la poule. Ouais, il y avait une Il y a poule, une là. poule? Attends, on va la Pour chercher. vrai? Comment ça va, la gang? L'instant où il a pitché la poule, t'es apparu. Elle est là, reviens. Elle t'embrasse. Attends un peu. Regarde. Oh! Salut, Mariam. Salut, les amis. Je sais que t'embrasses pas les poulets, mais jamais là. C'est encore drôle. Moi, J'ai mis ma chemise. Moi, j'ai mon habit de confinement. C'est ma chemise que je porte tous les jours depuis 12 semaines en forêt. Ouais? C'est ma chemise de confinement. Wow. Toi, t'es où en ce moment? Stoneham. Stoneham dans la montagne depuis jour 1 du confinement. Wow! C'est bien, man. Confiné en forêt. C'est la paix. T'es mieux, je pense, en nature dans cette zone pandémique actuelle. Ouais. Vous en étiez où, là? Dans votre entrevue de Foubrac? On en était à t'inclure à l'intérieur et savoir comment tu as trouvé ta performance et comment ça s'est passé ta journée de tournage avec les gars. Bien, je vais vous laisser vous-même juger de ma performance. Mais en fait, ce qui est nice avec ça, c'est que c'est pas un rôle de composition. C'est ma personne carrément. Puis ça m'a rappelé... Mais tu sais, d'abord, tu sais, moi, je suis une fan de l'humour puis des textes à Hugolin puis Émile. Fait que c'est quelque chose que je trouvais nice de cette série-là, c'est qu'on rit, mais on souligne à gros traits les travers de la société, ce qui marche pas. Puis il y a plusieurs layers d'humour et je trouve ça super intelligent comment c'est fait. Fait que moi, ça, je suis vraiment un public cible de ce genre de série-là. Et quand ils m'ont dit « Ah, tu pourrais peut-être jouer quelqu'un dans un show rap qui arrive puis qui se fait fouiller de façon un peu trop intense et arrogante et infantilisante », j'ai dit « Ben oui, je sais ça. Je connais ça. J'ai vécu ça. » Fait que moi, j'ai des vieilles stories de policiers sur la Grande Allée au Dagobert pour Maurice dans mes belles années que, tu sais, eux, moi, je les trouvais arrogants. Eux me trouvaient arrogante.
Puis, tu sais, ça marchait pas du tout dans notre dynamique. Fait que, tu sais, j'ai dit, oh, les gars, moi, je peux jouer ça facilement, c'est moi. Moi, c'est ça. Fait que, mais j'ai adoré ça. Puis c'est un setup qui est le fun. Puis c'est une série qui est nice. Puis les gars, salut les gars. J'ai aimé ça. Ça a été facile de le faire, en fait. Ouais. Puis, je pense qu'il y a aussi une dynamique qui s'est créée, je pense, de ce que les gars me disaient dans un moment perdu dans le triangle des Bermudes, que dans le fond, tu as beaucoup aidé à parler de la série, puis tu as beaucoup aidé à ta façon à faire parler pour pouvoir aller chercher des petits contacts par-ci, par-là pour la série. Oui. Ben, effectivement, tu sais, au-delà il paraît que je porte plusieurs chapeaux sur mon fro, mais un des chapeaux que je mets aussi, j'ai fait les relations de presse pour Saint-Laurent TV, puis je me suis occupée justement de faire promouvoir ça fait longtemps que je suis dans les médias, tu sais. Puis oui, je fais de la musique depuis au moins 20 ans, mais les médias aussi. Fait que j'ai établi un réseau. Fait que comme je dis, j'ai fait du man-to-man aux gens que je connais pour pouvoir faire rayonner la série parce que je pense qu'elle doit rayonner, puis je l'ai faite avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Puis c'est ça, puis Saint-Lô, ben tu sais, je travaille aussi avec monsieur Lou Bélanger, qui est un ouais Lou qui a des bonnes idées, c'est un bon gars, je vous dirais. Mettons, là, vite de même. Puis c'est ça, fait que dans le fond, je donne un coup de main à ce niveau-là, fait qu'au-delà de jouer dedans, ben je pousse la série. Ouais, très intéressant. Comment s'est passée la journée, le tournage? Comment ça s'est... Parce que tu étais dans la scène, si on se rappelle bien, c'est la scène où il y avait justement les policiers, Eric et Steve qui étaient là, puis qui foutaient le bordel. Mais tu sais, c'est que premièrement, ça part quand même du fait que maintenant, en lien avec les spectacles rap, on déploie les forces tactiques, là, l'escouade tactique pour nous gérer dans les shows de rap. Fait que, ça fait un gros clin d'œil à le rap menaçant. On veut pas que les salles... Puis pourtant, c'est ça, deux choses. Sylvain, dans cet épisode-là, Sylvain, qui est un des personnages, il incarne un peu les programmateurs, puis ceux qui engagent les artistes dans les salles. Puis moi, je trouve qu'il dépeint très bien le... Ah, as-tu vu le nombre de millions qu'ils ont? Tu sais, les rappeurs, il y en a plein qui font des millions de streams, mais que c'est comme si on respectait pas leur art, on voulait pas le mettre en valeur, puis on en avait peur. Fait que lui, il représente beaucoup de choses de la société qui est très nice. Moi, je trouve très drôle, Sylvain. On ne voit pas de nom, il existe. Ouais, on dit pas. Si vous êtes assez vite, vous allez peut-être voir la ref. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça. Puis, tu me demandais comment ça s'est passé la journée. Êtes-vous sur le jujube, vous autres? Non. Quelle autre affaire? Non, c'est ça, on n'est pas sur le jujube. On voulait en prendre, mais là, c'est parce qu'on n'a pu. Mais là, les studios vont réouvrir pas long parce que le confinement, là, ça achève. Fait que là, parce que là, tu vois, on est tous sur Zoom. Fait que c'est un peu différent, la dynamique. Il faut comme se laisser parler. Puis après ça, c'est long. On peut pas se... Je sais. On peut pas s'overlapper, puis c'est comme plus dur dans la dynamique, mais vous avez l'air bon, les gars. Mais ta question, Adamo, c'était comment s'est passé le tournage, hein? Comment moi ça a été, right? Ben, environ. Mettons, mais tu sais, ta version, leur version, j'aimerais ça voir, vous, comment vous avez aimé cette journée-là, parce que perso, ça a été une de mes scènes préférées, parce que justement, tu sais, avec le fait du hip-hop, t'es un artiste, t'es comme, yo, je fais du hip-hop, je veux dire, je suis pas un gangster, c'est pas parce que je sais, you know, puis là, non, c'est ça. La passe, bref, j'ai trouvé ça vraiment écœurant, fait que j'étais comme... Oui, mais là, vous l'avez résumé, c'était quoi? Vous avez résumé, c'était quoi l'épisode, là? Dans le fond, c'est ça, dans le show rap au Club Soda, le show de Rhymes. Ben, ça a été vite, parce que, tu sais, la scène est quand même assez courte, puis les gars étaient prêts, je pense qu'ils ont tourné toute la journée. Fait que pour vrai, on l'a fait une couple de fois. Bon, à chaque fois, on rajoutait une petite affaire de plus. Puis, tu sais, je pense même qu'à la fin, quand je dis « Oh, les gars, avez-vous une blonde? » C'était pas prévu, mais c'était tellement bon. C'est on-set. Ça nous... Ouais, c'est ça. Puis je la tatine la teuf dans les pantalons, c'est parfait parce que les gars, ils n'ont pas de meuf. On a-tu l'air un peu d'accusé? C'est vraiment, ça rend ça encore plus malaisant. Ça a rajouté une couche, en fait, qui était pas qui est encore mieux, en fait. Ouais. Ah ouais. Fait que j'ai adoré ça, puis honnêtement, ben je souhaite en refaire encore avec ces deux malades-là ou avec autres, mais ça a été comme naturel. T'sais, on se connaît, les gars, Émile Pugolin, puis je trouve qu'on a réussi à faire de quoi de vite et bien. Mais comme je dis, c'est le rôle de moi-même. C'est dur de jouer, je dois le dire, là, c'est le plus difficile, c'est d'être soi, en fait. C'est comme on dit le comédien, c'est de l'acting que tu as fait, c'est du vrai acting, c'est de répondre et que ça soit entièrement 100% real. De se jouer soi-même face à deux bébites, là, moi puis Pugolin, on n'est pas Steve et Eric, là, tu sais, je veux dire, on est dans un état avec nos gilets pare-balles, puis c'est de rester comme branché sur le jeu, dans la dynamique,
puis tu l'as explosé, là, tu sais. Ouais. Puis c'est trop court, en fait. C'est trop court. C'est poche que ça soit si court, mais on a réfléchi. That's it. Hey, là, je vois plus Mariam. Je vois que c'est marqué Mariam. Ouais, mais Mariam, là, juste, j'ai vu que sa connexion avait l'air d'avoir un peu de misère. Fait que peut-être. Dans le bois, là. Elle est à son âme dans le bois, là. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on va être capable de la rejoindre ou pas capable de la rejoindre plus jamais. Je sais pas. C'est Eric. Il y a des maringouins, les gars, man. C'est ça, il y en a plein. Non, mais au début, on hésitait. Ça va être ça. Oh, le long, ça fait... Non, mais c'est bien chill. Puis anyway, je pense que le monde... Ben là, Mariam, on vient de la perdre. Je pense que le monde, ils comprennent que, regarde, c'est une version confinement, tout le monde sur son cellulaire, là, tu sais. Bye, Mariam, si jamais... Faut qu'elle réapparaisse. En tout cas, sérieusement, elle a tellement explosé ça, pour vrai, puis tellement généreuse, puis comme plein de love, là. Puis c'est beaucoup trop court, puis dans l'idée... Les personnages vont revenir, on va y repenser, là, mais comme... Non, mais c'était vraiment l'idée que... Ouais, réapparaît, mais c'est un shout-out aussi à la famille puis à plein de choses que ça représente. T'sais, on lui a posé des questions aussi par rapport à des trucs, même comme Blanc-Bec. On a abordé des sujets quand même délicats, même si j'ai des amis de toute la planète, puis genre pour moi, c'est One Blood, là, mais comme quand même, il y a des questions que tu poses. Tu dis, hey, ça passe-tu? Je sais qu'on en rit là, dans l'épisode 1, là, on rit oui, plein de keb premier degré, tata, puis que j'ai fréquenté, mais que j'ai peut-être déjà été ado, parce que j'avais pas les ressources, j'avais des ailleurs, je sais pas, je voyais pas tout, mais tu sais, mais des trucs comme bon, là, c'est bien trop surligné, là, tu sais, les deux gars, les deux blacks avec une télé qui descendent, tu sais, ça, tu mets ça. Ça, c'était hard, là. Ça, c'est hard. Ça, c'est wrong. C'est un gros fuck you. C'est un gros fuck you à l'intolérance, au racisme, puis à plus que ça, à tout ce qui est systémique et délicat là-dedans. Je veux dire un truc là-dessus, c'est-tu quoi? C'est que la fille que j'ai approchée pour faire celle que je pourchasse, là, que Éric Content pourchasse, elle s'appelle Kimberly Hyacinthe. Puis Kimberly Hyacinthe, c'est une championne, elle est dans l'équipe canadienne de sprint. C'est une championne aux 100 mètres canadienne aux Olympiques. C'est pas des jokes. Celle qui est Oh! Vas-y! Vas-y! Tu t'es rapproché du chalet? Yo! Pour vrai, mon sel était mort. Je trouve ça tellement whack. Il était mort? Et là, je suis là, voir que je suis en train de faire un podcast et que je suis dans la forêt, mon sel meurt. Écoute, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, t'es en train de faire une genre de réapparition légendaire. Là, t'arrives, puis là, tu Ce qui aurait été insane, c'est que t'apparaisses avec un autre poulet. Il aurait fallu que aussi, genre, une dinde sauvage capturée au vol. Une marmotte proche, là, ça aurait été malade. Mais, ouais, bref, je suis vraiment content d'avoir toute cette belle panoplie. Parce que là, en ce moment, là, justement, ce que je disais à Mariam en message vocal avant de commencer le podcast, je disais, j'avais hâte de comme, vous recevoir et tout. Puis quand j'ai fait mes devoirs pour rechercher, savoir ce que tout le monde avait fait, j'étais comme, oh my God, on finira jamais ce podcast-là. C'est absolument impossible qu'on puisse, je veux dire, passer un peu de temps à parler de tout le monde. Tu sais, comme je veux dire, Mariam, je pense que on va se le dire live. On va se le dire live. Il faut que tu viennes au podcast solo un moment donné, puis parce que beaucoup trop de choses à dire. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Puis les jujubes, j'ai pas peur de ça. Non, c'est ça. moi, j'ai peur. faut faire quand même bien. De toute façon, là, on n'est pas en direct les corps, mais les jujubes, je trouve ça hard parce que la dose, c'est dur à gérer. Ouais. On est un peu hors sujet, là. C'est que, tu sais, ça kick à un moment donné, puis moi, je suis plus habituée, tu sais, avant, je fais des joints, puis c'est kick, tu le sais. Mais là, c'est comme, mettons, moi, je prends de l'huile, je suis sur un pour les poumons. Ouais. Tu l'oublies que t'as pris, puis ça fait « Ah, ben oui! » Ouais. C'est ça, tu l'oublies. C'est ça le risque. Ouais. Là, faut faire la particulier, pareil, le jujube, c'est... Mais quand t'es pas... Le cerveau de l'estomac, c'est pas le cerveau de la tête, là. C'est deux cerveaux. Puis pour les Indiens, notre cerveau, un de nos principaux, c'est l'estomac en médecine ayurvédique. Si tu l'empoisonnes, man, tu t'ouvres quelque chose d'autre que tu connais pas. On n'est pas habitué. Dangereux. Si on était tout le monde à la même place où vous êtes en ce moment, là, si toute la gang, on était à la ferme en ce moment, on fera un long podcast. On n'aurait pas fait un jujube tous ensemble à la ferme, on aurait bu de l'hydromel. Ah ouais. Puis on aurait fini pas de souliers de golf comme mon chum il y a 2 jours qui est revenu chez eux en pied de bas. Il a perdu ses souliers de golf dans le lac. Ah ouais, c'est quoi qui s'est passé? Il a viré une bonne brosse, là?
Je pense que je raconterai pas toutes, mais... Ben oui, Ben, ben oui. vas-y, c'est ça. Hey man, que t'as pas, il y en a des pas pires au temps de jujube. J'ai invité mes vieux frérots, puis ils sont venus 1 heure, puis finalement, on a commencé à manger, à prendre l'apéro, puis on était sur la même terrasse qu'on est là, puis on a fini dans le bois. C'était une chaudière avec tout pour faire des drinks, des cocktails, avec la chaudière clic-cling, puis il y a ma soeur qui campe dans le bois, puis je l'ai réveillée pendant la nuit, puis on a voulu se baigner, puis tout. Moi, je veux savoir Il y avait un beanbag troué dans le feu, puis il est revenu pas. Il arrivait du golf en polo, les deux gars. Il est reparti pas dessus les golf avec un polo tout brun. mais Eric penserait quoi de ça, de ce comportement-là? Eric, il les aurait violentés. Ils auraient menotté un chêne. Ça, j'allais dire, ils auraient menotté à un arbre. Oui. Mais je me demandais comment j'ai trouvé mon expérience. Eux, ils ont-tu trouvé que ça avait été une bonne expérience avec moi quand je n'étais pas là, qui parlait de moi? Ça, j'avais pas l'air de trouver que c'était vraiment positif. Non, c'est pas non, c'est parfait. Non, mais je voulais rajouter un truc, c'est que comme Marianne est avec Lou Bélanger. Lou Bélanger, c'est la première personne qu'on a contactée, c'est le producteur. Quand on a eu l'idée sur ma terre, on venait d'enterrer les cendres de ma mère sur ma terre. Puis on vibrait, on était transcend de douleur puis d'énergie cosmique de malade. Je peux t'arrêter 2 secondes? Tu veux dire que ta mère est décédée il n'y a pas si longtemps? 2 ans. Il y a 2 ans. Jour pour jour avant la Oh, shit! Ouais. OK. Mais condoléances, je ne savais pas. Je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. Merci, mais non. C'est l'élément déclencheur. La nuit, on a mis les cendres dans la terre. OK. On capotait, man. On était branchés sur le cosmos. Moi, je venais de vivre le Big Bang, la création et la destruction en même temps. Ouais. J'ai jamais vu ça venir. C'est un truc qui, écoute, elle m'a préservé. Ma mère m'a préservé de ce côté qu'elle était. De ce côté qu'elle était qui l'a mené probablement jusque-là, tu sais. Mais bref, on est sur ma terre, on enterre ses cendres, on fait une réception et tout. Et le soir, on a ça. Et le lendemain, je dis à Émile, appelez Lou. Le soir même, pendant la nuit. Le soir même. Appelez tabarnak, appelez Lou, on va le faire, notre projet. La loi, c'est la loi, man. On va le faire, man. C'est vrai, hein, c'était ça. C'est quoi un gars, puis Lou, c'est un bon gars pour ce genre. Ben, il choisit ses projets avec cœur. Ah ouais. Aussi, puis c'est un gars qui a une bonne idée. Puis je pense qu'il a vu tout de suite, rapidement, la force et la profondeur du projet que vous avez. Ouais. Elle, là, si on était ensemble, je pourrais te coller, hein, le gars-là, maintenant. Puis tu l'as vu, toi aussi, parce que tu fais partie, parce qu'il y a aussi il y a toute l'énergie qui arrive, puis tu nous as donné confiance aussi, dès le début, en étant là. En embarquant, en nous donnant confiance, en faisant partie aussi. Moi, je ne le cacherai pas de la communauté, parce que vous nous avez beaucoup poussé là-dedans. Puis quand on avait des idées, vous faisiez, les gars, allez-y, man, n'ayez pas peur, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Pas peur. Donc, on avait ça aussi, cette espèce de backup, là, tu sais. Depuis le début. De croire en la famille. Ouais. La famille. Mais oui. C'est con, mais souvent dans les projets comme ça prend cette espèce d'étincelle-là d'une personne qui est peut-être secondaire, même si elle peut devenir primaire au final, mais à la base est secondaire, puis elle arrive, puis elle fait juste te dire « Hey, let's do this! » Surtout avec un background comme Mariam, tu sais, d'arriver avec une prestance, une confiance. Les gars, ça va être fou. Mais oui. Ça va être dope, tu sais, comme faites-le. Elle embarque là-dedans. C'est certain que... Oui. Ben ouais. À fond. Ça donne confiance. À fond. C'est clair. Mais en tout cas, moi je veux juste dire que le projet jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu, la série est insane, en espérant que ça continue, en espérant une saison 2, en espérant qu'il y ait un dos de moment donné dans un pédalo ou quelque chose. Mais on va te ramasser, mon tabarnak. On va vous ramasser. Les deux, par contre, vous avez des castings. Vous pouvez être les deux ensemble ou pas. Effectivement. Il y a deux possibilités. Là. On peut faire 2 gangs. Il y a 2 possibilités ou les deux ensemble, là, mais... On est bien ouvert. N'essayez pas de me faufiler dans vos projets. Là. Je trouve juste ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment... Je pense que c'est un vraiment beau projet que j'ai vraiment apprécié regarder. Tu sais, j'ai pas trouvé ça long. Tu sais, je me suis pas dit je vais le regarder à cause que je vais recevoir les gars. Au contraire, j'étais plus comme je regardais à cause que tu sais, je reçois les gars, il faut que je regarde. Mais j'en ai mangé, puis j'étais comme yo, j'ai hâte de parler aux gars, puis j'ai hâte de voir comment eux voyaient ça, comment ça s'est passé, tout le processus créatif de tout ça. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis
c'est un milieu, comme j'expliquais tantôt, on a perdu un bout, mais que je trouve que c'est un milieu qui est vraiment intéressant, dans lequel j'aimerais ça un peu m'investir, mais que j'ai pas nécessairement tout le temps. On le sait, là, des fois, les podcasts, la musique, le ci, le ça. Admettons, à part Mariem qui peut faire 46 000 affaires en même temps, moi, je suis pas de même. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, mais j'avais hâte. Vous êtes les premiers, en parlant de tout ça, vous êtes les premiers qui sont hors musique, mettons, qu'on reçoit au podcast Le Temps d'un Jujube, puis je trouvais ça intéressant. Bon, c'est sûr qu'il y a un petit lien avec le hip-hop. Il y a un petit lien avec le hip-hop, le fait que Mariem était là, Rhymes, EDS. Pour vrai, puis c'était vraiment important. Puis moi, je trouve qu'il n'y en a pas eu des séries qui ont mis en scène. Pour vrai, il y a quelques films. Il y a des bons films qui ont été faits à Montréal qui mettent en scène le hip-hop, faits par des réals black, pour vrai, les meilleurs qui ont été faits sur Montréal, qui parlent d'hip-hop, mais honnêtement, de films qui abordent le monde du rap, il n'y en a pas eu, puis de séries encore moins, puis c'est toujours pastiché, puis c'est toujours... On a voulu garder ça vraiment authentique. C'est sûr qu'on aurait pu mettre en scène que ce soit Rhymes, il aurait pu être pas Rhymes, un acteur, Mariem aurait pu être une actrice qui joue. Là, dans le truc, il y avait une friction entre la réalité et la fiction qui était vraiment intéressante à aborder. Oui. Ouais. C'est ça, c'est que ça frôlait tout le temps la réalité à quelque part. Tu sais, ça frôlait la réalité, ce qui nous rentrait dans un mode où, quand tu regardes, tu te sens plus interpellé, puis tu te souviens plus de tes actions ou tes anecdotes qui sont arrivées avec la vraie police ou whatever. Fait que ça te remet dans un mood que t'es comme « Ah, mais tabarnak! » En même temps, t'en ris, mais ça reste que ça frôle la réalité, puis t'es comme « That's good! That's good! » Puis on dirait que c'est ça qui est... Puis tu sais, c'est un épisode, c'est 8-10 minutes, mais on réussit à comme capter, tu sais, que tu viens de dire, des moments qu'on se rappelle avec la police, de parler de la culture hip-hop, d'y redonner ses lettres de noblesse, d'avoir des artistes comme Rhymes, puis c'était quand même probablement un défi de le faire, puis que ça soit real. On parle toujours de trucs real, mais parce que tu voulais pas que ça soit une partie, tu voulais pas que ça soit cliché. Ouais. Mais t'avais appelé les best, fait que tu sais... Non, mais c'était pas une... C'est sûr qu'on a ramené dans les best, mais on était chanceux de vous avoir, là. Mais comme, pour vrai, puis il y a un développement là-dedans aussi au niveau musical de l'identité de Montréal, des quartiers du hood, puis l'espèce de balance entre... aussi, dans le rap, il y a plein de... On parlera... en fait, c'est un podcast. On pourra en parler, mais le penchant des MC qui sont dans la fiction d'eux-mêmes, puis ceux qui sont dans le realness d'eux-mêmes, tu sais. Ceux qui sont dans la balance ou des fois entre les deux, qui sont capables d'être dans la fiction complète en étant un personnage d'eux-mêmes, puis en faisant de la dérision, tu sais, comme je sais que dans ce que vous faites, les boys, il y a quelque chose où vous êtes sur un axe de dérision, à travers ça, en même temps, c'est tout le temps vous qui crachez vraiment vos trips, puis des trucs super real sur votre vision du monde, mais parallèlement, vous êtes dans la satire aussi. Il y a comme tout le temps une espèce de ballon là-dedans dans le rap, qui dans l'identité claire de ça, c'est le plus authentique. Finalement, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité. Puis après ça, il y a toute l'apport musical, les connaissances musicales, le photo, puis tous les styles d'hip-hop, ce que tu prends comme branche, puis genre, ça devrait jamais être ancré dans rien de précis, je pense. Ça doit être ouvert, mais il y a comme de quoi dans la façon qu'on a abordé la série, moi, en tout cas de mon côté, dans la création, qui était de l'ordre comme un MC, mais en écriture de série de télé, tu sais. Ouais. En essayant d'être authentique, puis en n'étant pas non plus, en me prenant pas pour Tarantino ou quoi, mais en faisant des clins d'œil en même temps, en faisant big up à ça, puis comme en mettant des refs, puis comme quand on écrit des textes, puis qu'on passe la nuit avec les écouteurs, là, Puis au-delà de l'émission avec Rhymes, qui est sur la culture hip-hop, vous avez fait place quand même à beaucoup d'artistes franco-québécois, de la musique keb dans la série. C'est assez musical. Moi, je trouve ça nice. C'est le fun d'avoir cette place-là. Les gars, Daniel, il y a des très beaux clins d'œil là-dedans. Là. Les gars, 1000$ please, man. Un artiste que tout le monde devrait connaître. 1000$ please, c'est un de mes chums. Je suis dans le métro, ça fait 5 ans. Il chante avec son violon. C'est un très, très grand artiste que personne connaît. Il est dans la série, dans justement l'épisode 3 sur la santé mentale. C'est le générique à la fin. C'est quoi son nom? 1000$ please. Joe Millette, 1000$ please. 1000$ please. Allez checker ça. 1000$ please. Moi, je suis dans. C'est un très grand artiste pour moi. Ce gars-là, il va être comme Dédé Fortin sans le katana, là, s'il vous plaît. C'est parfait. On va checker ça. 1000$ please. Puis, parlant de musique un peu, Mariem, toi, est-ce que tu préparais pas un nouvel album ou est-ce qu'il est... Oui, hein? T'as dû en profiter pendant le confinement, on garde ça pour le podcast solo, là. Okay, parfait. Juste vous dire que c'est mon meilleur. Down.
Elle était avec Izias sur la scène au Club Soda après le tournage. J'étais tout avec le crew. Mais Izias, il est pas venu tout seul. Il est venu avec ses frérots. Il était toute la bande sur la scène. Puis il était là. Il était en train d'écouter sur le sel. On a juste eu des petites bribes, des petits morceaux. Puis j'étais OK, c'est du gros feu, là. Ben, je vous fais en 15 secondes parce que oui, je vais revenir à ton podcast. Oui, je sors mon album. C'est un block party. Ça fait longtemps que je suis dans la culture. Ça fait 20 ans à peu près. Puis c'est un block party que j'invite les artistes que j'aime, que je connais, mais je fais le bridge puis le pont entre la relève, les nouveaux, les young, c'est des White Bee, les Yes, puis les vieux de la vieille, SP, Webster, mon frère Soulja aussi. On a fait une tuerie là-dessus. Fait que je vais vous en parler, mais ça base. Parfait. J'ai hâte qu'on en parle là, pour vrai. J'ai hâte que. Justement, là, on parlait de ça tantôt. Le studio réouvre. On a eu la nouvelle aujourd'hui que le studio de podcast réouvrait le 1er juin. Donc, éventuellement, tu sais, je pense que tu vas. En tout cas, on s'en reparle après le podcast. On va en parler pendant. Tu mettre un casque de plexiglas, ça? Mais au pire, on peut le faire avec un casque. On le fait avec un casque pour le fun. Là, juste pour qu'on récapitule, les gars, vous m'avez parlé de. C'est quoi déjà le nom de l'acteur qui était en bleu, là, qui pétait une latte, là? Emmanuel Schwartz. Emmanuel Schwartz. Ouais. Moi, là, j'ai 3 noms en ce moment en tête, là. Après ce podcast-là, puis je pense qu'on va faire un petit récapitulatif. Emmanuel Schwartz, André Fortier, les 1000 piastres, please. Ouais, 1000 piastres, please, ouais. C'est André Fortier. Fortier. C'est 3-là? André Fortier, ouais. Fait que je pense qu'on va faire un genre de shout-out au podcast avec ces 3 noms-là. C'est important de le faire, là, parce que c'est du monde qui n'ont pas nécessairement de visibilité, puis ça ne veut pas dire que je vais avoir la chance de pouvoir les inviter au podcast. Fait que je pense que c'est important de faire la visibilité pour ces gars-là, qui travaillent fort et qui ont peut-être aussi des petits moments difficiles, là, comme on expliquait. Non, là, regarde, là. Il est en train de faire pipi. Là, il s'en vient. Il fait pipi. Salut! Allô? Ça fait pipi. Pendant que l'autre, il est en train de... Ça fait pipi. J'ai fait Ça fait pipi. le pépé! Les poules, les enfants. Ah, ben oui. Les poules, les enfants, les armes. Non, mais c'est ça, là. André Forcier à ton podcast, mon gars. Là. André Forcier, oublie ça, par contre, les gars. Bon courage. Si t'invites André Forcier, par contre, regarde ses films avant, mais tu vas passer un drôle de quart d'heure. OK, mais attends un peu. Tu me dis ça, mais j'ai quand même eu les anticipateurs, puis ça a été un esti, ça a été l'enfer, man. J'étais tout seul avec ces gars-là, man. J'ai Mais vu André ça. Forcier en podcast, c'est un autre level. Là. C'est un autre level parce que c'est sûrement vrai, genre. C'est pas comme un personnage, là. Il n'y a pas de personnage, puis tu vas avoir peur, mon gars. Mais c'est plein d'amour. C'est un très, très grand créateur. Je sais pas s'il le ferait, man. Faudrait que tu checkes. Ben, moi, je serais down, man. Moi, la seconde où tu me dis personnage, je sais pas si tu le ferais, ça me met au défi, puis je suis comme, bring it on. Man. Hey, je quitte 30 secondes, mais étiez-vous, vous êtes encore en. Vous continuez? Ben ouais, mais d'après moi, ça fait combien de temps avec... Ouais, on continue, là, on chill, là. Ça va faire... Ouais. Je reviens une seconde. Monte la Non, banane. il n'y a pas de stress. Fait que là, les gars, vous autres, en gros, là, Ouais. On va si revenir vous avec faites une 2, de la mort. Ça, c'est sûr. On revient avec une saison 2 de la mort. On C'est ça. écrit ça, man. On pitch ça. On s'en va péter sur Netflix. On essaie de braquer la banque. Être la première série québécoise sur Netflix financée à 100%. Mais avant tout, on espère que ça soit québécois. Je dis ça un peu par provocation parce que je souhaite vraiment que ça soit produit au Québec et distribué au Québec pour la suite. Mais il faut que ça suive et qu'on soit pas... qu'on soit pas censuré. Le boy il est sur son téléphone au même moment. c'est pas grave. C'est avec mon gars de béton. Regarde, bro. Bro, podcast, c'est podcast. Genre, ça se passe. C'est son gars de béton, ça se fait couler des slugs chez eux. T'es en train de se faire un setup, mon gars. On fait un camp de survivalisme. On va faire un studio en campagne. C'est la loi, notre série de police. On va l'avoir. Mais ça, c'est nice. Tu vois, Chuck, pendant ce temps-là, il y a l'autre qui arrive au podcast. Ça va se tirer une piste, là. Je sais pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Faut y aller. Le gars. Mais ouais, non, mais bref, c'est un gros podcast. Je suis vraiment content de vous avoir, man. Puis là j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ce qu'on a parlé au début. Pas au début, excuse-moi. Pendant le bout où on a comme perdu un bout. Il y a eu une parcelle de cette explication-là de vous autres qui était une amitié d'enfance puis tout. Que je me souviens pas. On a parlé de quoi qui était vraiment deep à un moment donné. Puis je me souviens plus c'est quoi. Puis j'étais comme, Christ, c'était bon.
Là, je veux le ramener au podcast, mais je me souviens plus exactement c'est quoi, parce que j'ai l'air d'un petit crétin. Mais on était rendu loin dans quelque chose de super beau, mais honnêtement, on a parlé de plein de choses super belles pendant 45 minutes. C'est vrai. Hey, c'est tellement plate. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la première journée de G7 en tant que technicien. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça a un petit peu chié tantôt, c'est pas grave. Mais les gars, je suis vraiment content de vous avoir eu. Je pense qu'on va faire un genre de récapitulatif de tout le podcast, mais je pense que c'était une belle opportunité pour moi de mettre le pied, ou du moins de mettre d'entrevoir un peu ce qui se passe dans ce milieu-là que je ne connais pas assez. On est quand même un podcast, là, on est deux bébites qui ont gravité, qui ont travaillé avec plein de monde, mais qui aimons pas juste ce milieu-là, qui aimons la vie, puis qui travaillons avec plein de zones. Moi, je veux relier ma mission dans tout ça, pour vrai, là, du fond du cœur, c'est de rallier vraiment les milieux, c'est de faire travailler justement mes chums des pop qui n'ont jamais eu de visibilité, qui vont dans le milieu de l'acting, comme Easy S qui a pété ça, Mariam a pété ça, ils ont joué, c'est des acteurs, mais ils savent quelque part que c'est des acteurs, mais j'en faut qu'ils jouent, tu sais. Ouais. Moi, je veux voir des gueules, puis après, ils disent « Ah non, pas des non-acteurs, mais ça, je suis désolé, mais il faut qu'il y ait des non-acteurs aussi qui arrivent avec leur bagage humain, tu sais. Faut rallier les humains, faut rallier les troupes, faut que les styles musicaux se rencontrent, faut que les gens se fracassent, puis j'espère vraiment dans le processus de création, en tout cas dans la francophonie, qu'on ait plus d'acteurs de l'Afrique du Nord, du Maroc, la Belgique, la France, qui viennent jouer dans nos séries, que nous, on aille jouer là-bas, puis qu'il y ait un pont qui se fasse outre-mer à travers le reste de la planète, puis qu'il y ait des communications, parce que des fois, on est quand même confinés, mais on est confinés depuis longtemps dans la tête, je trouve. Là. Mais ironiquement, tu sais, on est confinés, oui, au Québec, mais en même temps, je pense qu'on est une des populations qui sont les plus ouvertes. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde, mais je veux dire, on est quand même une culture ouverte à l'immigration and shit, hein? Il y a beaucoup de travail à faire encore. Faut continuer ça, c'est sûr. Il va toujours en avoir. Il faut continuer à lutter, continuer à réfléchir, puis en ce moment, plus que jamais, je pense. Ouais. Et je pense que... Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais j'allais dire que, tu sais, on parle du confinement, puis Gueulin dit confinement dans la tête. Je pense que, justement, ce reset-là planétaire doit servir un peu à... Je ne vais pas avoir l'air ESO, là, mais tu sais, un voyage... Tu te retrouves face à toi-même, avec tes proches. Qu'est-ce qui est important pour toi? Vers où tu veux t'en aller? C'est quoi le futur? De quoi est fait? C'est quoi tes valeurs? Puis j'espère que les gens font cet exercice-là en ce moment, puis que ça va servir, puis que ça va nous faire grandir tous et chacun, puis pas juste « Ah, man, je peux pas sortir de chez nous. » Et moi, je parle à des gens qui ont fait du temps, là. En ce moment, le confinement, c'est de luxe, là. C'est vrai que chez vous, en confinement, essayons de tirer du positif de tout ça. Je pense qu'on va sortir plus grand et plus fort aussi. C'est ça, c'est ma manière. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de négatifs au confinement, là, au final. Là. Au final, ça fait juste peut-être des fois de faire une introspection, puis de peut-être réaliser des choses que tu faisais mal, puis ou des mauvaises habitudes que tu avais, puis que tu réalises que shit, man. Moi, en tout cas, personnellement. Ou du temps que tu mettais à des places qui n'étaient pas nécessaires. C'est comme exactement. Ouais. Comme là, j'ai l'impression que c'était pas essentiel. Tu sais, ma tête, elle s'est mise à penser plus à... C'est wax, que je veux dire, ça va sonner un petit peu égocentrique ou whatever, mais j'ai pensé un petit peu plus à moi, puis à comme qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, puis tout. Puis là, j'ai réalisé plusieurs choses en confinement. Au départ, c'était peut-être difficile par rapport à l'habitude qu'on a. La société, on a une habitude de... Mais un peu. 2 secondes, il y a lui qui me lâche pas. Là. Ah, ça, c'est mon chat, man! Ah, c'est le gros minou, là, il me lâche pas, il arrête pas de me... Animaux aussi! Faut prendre soin des animaux! Mais bref, en tout cas, le confinement, je pense que ça a été une semi-bonne chose, mais ça a été vraiment une bonne chose pour la culture générale au Québec, là, pour consommer local. Que ce soit de la musique, que ce soit de l'alcool, que ce soit n'importe quoi. Consommer local, je pense que ça a été une bonne claque d'en face, comme on dit. Genre, je pense que je pense que ça va faire du bien. Le post-COVID va probablement perdurer un peu. Je pense que ça va nous aider. Je sais pas c'est quand le post-COVID, mais on va être prêt. Je pense qu'il faut toujours être actif, puis c'est ça, il faut continuer de lutter, puis de se questionner. En tout cas, si on arrête de se questionner, on meurt. Fait que j'espère qu'on va continuer à se questionner. Oui, puis je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais la loi, c'est la loi. Tu le prends au premier niveau, tu rigoles.
Mais il y a tellement de layers dans l'écriture, dans la façon que c'est fait, que ça fait justement réfléchir sur la société. Sur, on parle du rap, mais il y a plein d'autres trucs, puis le racisme, puis les préjugés, puis ça. Puis l'art sert à ça, à faire réfléchir, puis à nous faire avancer aussi. Puis je trouve que la loi, c'est ça qui est nice. C'est intelligent. Ça te fait rigoler, mais t'es comme, OK, ouais, c'est-tu vraiment ça? Good job. Yeah, non, c'est une grosse... C'est gros. Ce sont les fous du roi. Ouais, les fous du roi. Les fous du roi. Faut se moquer du roi, là. Là, faudrait quasiment conclure avec Eric qui nous fait des chandelles pendant que je fume une clope, là. Eric, on essaie ça. On essaie ça, man. Attends, check ça, man. Je vais en faire une avec toi, je vais essayer d'en faire une. Call-les pas, man. Call-les pas. Call-les pas, mon gars. Eric. Je vais essayer d'en faire une. Vas-y, man. OK. J'ai envie de pisser, bon. T'es où? Moi aussi, j'ai envie de pisser. Attends, prends l'ordi. Tu veux pas pisser sur les poules? Non, pisse là, c'est correct. Pisse à la barrière. Pisser sur les poules, on est où? Non, mais c'est pas d'un poule, là. Pisse pas d'un poule. Tasse-toi, là. Puis moi, pourquoi je regarde? Mets Cachou à terre, le gros. Parce que mon chat, il a comme 14 ans, fait qu'il peut pas sauter. Fait que là, on a Eric Contant qui arrose les poules. Ah, what the fuck? Mariam est comme... Je suis toujours là. Mariam est genre, pourquoi j'assiste à ça? En plus, Mariam a lag. Moi, j'ai les oreilles et les yeux. Comment tu fais? Mais il faut qu'il me montre comment il fait. Lui. Comment qu'on l'aligne? Méchant malade. Attention. Lin. Ah, oublie ça, je peux pas faire ça, man. Quel homme! C'est un malade, ce style-là, man. Hey, des push-ups. Mariam est genre, not impressed. Non, quand même. OK, guys. OK, guys. Mon air. C'est ma femme qui a l'air de ça, mais je suis impressionnée. Non, mais pour vrai. Mais merci pour l'invitation aussi. Ben oui, puis Mariam, écoute, quand tu veux, quand les studios ils reviennent, puis tout ça, on se fera ça dans une ambiance où il n'y aura pas de lag. Puis je suis bien content, les gars, aussi, bien content de vous avoir découvert, de vous avoir rencontré. Merci de l'invitation. C'est vraiment... Moi, j'ai une dernière question rapidos, là. Comment vous voyez la différence entre un acteur et un artiste de la musique? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu vois? Qu'est-ce qui différencie? Ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est juste deux parallèles? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de complètement différent? Pour moi, c'est pareil. Il y a le moyen d'expression qui est différent. C'est les outils qui sont différents. Ouais. Mais... Je voulais dire même que moi, je pense que la majorité des êtres humains sont des artistes, mais il y en a certains qui décident de l'exprimer un peu plus. D'autres le refoulent. C'est comme ça, mais oui, vraiment, peut-être de façon très naïve, mais moi, je pense que c'est la même chose. Que tu sois boulanger, que tu sois musicien, que tu sois dans la construction, man, ou que tu travailles comme tu peux faire ton truc, comme un artiste de ta vie, quoi. C'est ça, être artiste. C'est le canevas qui change. C'est le canevas qui change. Voilà, c'est les canevas qui changent, c'est les paramètres, puis faut pas avoir peur de toquer aux portes. Moi, c'est ça que j'ai compris avec les années. Ça m'a pris des années quand même avant que ça existe, puis que je puisse avoir les outils pour le faire, puis assez croire en moi pour le faire. Mais c'est que j'ai toqué à des portes, j'ai toqué des gens que j'admirais, je les ai appelés, assis au téléphone, en me disant « T'es malade, man, tu peux pas. » J'ai écrit à Cassavitz, à du monde, à David Lynch. J'ai essayé des portes. Les gens ne m'ont jamais répondu, je m'en calisse, mais je leur ai écrit des estis de beaux mots parce qu'ils m'ont inspiré. Puis let's go, man, on traverse, puis on l'essaye. Tout peut se passer. Mais c'est pas instantané. C'est pas instantané. C'est pas simple. C'est une réflexion, puis c'est un travail ardu mêlé à de la magie, de la métaphysique, de la science, de la volonté, puis de l'amour. Faut que tu aies de l'amour, faut que tu y crois, faut que tu veuilles le faire, man. Ça, tu vois, c'est bon, man. J'espérais poser la question parce que je savais qu'elle allait avoir une réponse vraiment intéressante et motivante pour plusieurs personnes. Fait que je pense que c'est bon, man. Merci. Merci énormément. Merci à Mariam d'avoir participé aussi de cette pointée, de prêter au jeu. On te téléporterait, on va se voir bientôt, là. On se fait un rassemblement, là. Avec Papa Lou puis les flots, puis on rassemble nos flots, là, on se rassemble. Avec grand plaisir, la famille. J'ai hâte de voir. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça fait plaisir, énormément. Yeah! On fait ça pour l'art. Yeah! Merci beaucoup. On se reparle. Ciao, à bientôt. Prenez soin. Ciao. Ça vous